Le jour où mon fils Cupide et sa femme ont gagné 53 millions d'euros à l'euro-million, ils m'ont mis à la porte avec ces mots. « On n'a plus besoin de ta misérable pension de retraite. Va mourir ailleurs. » Ils ont blêmi quand j'ai éclaté de rire en disant « Mon chéri, as-tu seulement regardé le nom inscrit sur ce billet de loterie ?» Par un matin de décembre glacial à Châtillon-sur-Seine, je faisais ce que je faisais chaque vendredi depuis 32 ans. Acheter mon billet de loterie hebdomadaire à l'épicerie Martin. Les mêmes numéros que je jouais depuis 1992. Le même rituel, la même petite prière pleine d'espoir adressée à qui voulait bien l'entendre là-haut. Je m'appelle Simone Moreau, mais tout le monde m'appelle Simone. J'ai 67 ans, veuve depuis 2 ans maintenant, et je vis dans ce que ma belle-fille Evelyne aime appeler leur chambre d'amis. Bien que les invités ne soient généralement pas censés remettre l'intégralité de leur pension de retraite en guise de loyer. « Bonjour, Madame Moreau », lança Kevin Leblanc de derrière le comptoir. À 25 ans, il se souvenait encore du temps où j'amenais mon fils Lucas acheter des bonbons à 1 centime. « Comme d'habitude ?» demanda-t-il avec ce sourire lumineux qui me rappelait des jours meilleurs. « Tu peux compter là-dessus. » Je lui tendis mes 5 € en regardant la machine imprimer mon billet. Ces numéros 7, 14, 23, 31, 45 avec l'étoile 18, ils signifiaient quelque chose. 7 pour le jour où j'ai épousé Raymond, 14 pour le jour où Lucas est né, 23 pour notre anniversaire de mariage, 31 pour le numéro de la maison où nous avons élevé notre famille, 45 pour les années que nous avons passées ensemble, 18 pour l'âge de Lucas quand il a eu son baccalauréat. « Croisez les doigts, c'est pour moi, Kevin, » dis-je en glissant le billet dans mon sac à main. « Je le fais toujours, Madame Moreau. Vous méritez un peu de chance. » Si seulement il avait su combien ces paroles allaient s'avérer prophétiques. En rentrant à pied sous le froid de décembre, je passai devant la maison que Raymond et moi avions partagée pendant 43 ans. Les nouveaux propriétaires l'avaient peinte en jaune. Raymond aurait détesté ça. Il disait toujours « Notre maison blanche aux volets bleus a l'air digne, comme un endroit où des gens respectables vivent et élèvent leurs enfants avec respect et valeur. » L'ironie ne m'échappait pas. Je vivais désormais avec l'enfant que j'avais élevé dans cette maison digne, et il me traitait comme un fardeau indésirable. La BMW d'Evelyne était dans l'allée quand j'arrivais à ce que j'étais censé appeler mon foyer maintenant. À travers la fenêtre de la cuisine, je pouvais la voir au téléphone, gesticulant avec animation, probablement en train de parler à sa sœur de leurs prochaines vacances, ou de se plaindre de devoir partager leur maison avec la vieille mère de Lucas. J'entrais par la porte de derrière, accrochant mon manteau au crochet près de la buanderie. Le même crochet où Lucas suspendait autrefois son maillot de football, où Raymond accrochait ses chemises de travail, où les familles normales accrochent leurs affaires parce qu'elles appartiennent quelque part. « Simone, c'est toi ?» La voix d'Evelyne portait ce ton particulièrement agacé qu'elle prenait quand quelque chose la contrariait, ce qui était le cas la plupart du temps ces jours-ci. « C'est juste moi, » répondis-je, bien que j'aie voulu ajouter « Désolé d'exister dans ta précieuse maison. » Mais je ne le fis pas, car j'avais appris au cours de ces 2 dernières années que parfois survivre signifie garder la bouche fermée et sa dignité intacte, même quand les deux deviennent de plus en plus difficiles à maintenir chaque jour. Le jour où Raymond est mort a tout changé, même si je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. Le chagrin a une façon de vous aveugler face aux vautours qui tournent au-dessus de votre tête, surtout quand l'un d'eux est votre propre fils. Les funérailles de Raymond eurent lieu un mardi de décembre 2022. Tout semblait irréel. 45 ans de mariage réduits à une cérémonie de 90 minutes, suivie d'un déjeuner avec des sandwichs achetés au traiteur. Lucas prononça un bel éloge funèbre sur son père, qui avait été un bon pourvoyeur et un homme de famille. Evelyne portait du noir et tamponnait ses yeux aux moments appropriés, bien que je ne l'ai jamais vue verser de vraies larmes pour quoi que ce soit qui n'impliquait pas le refus de sa carte bancaire. « Maman, tu ne peux pas rester seule dans cette grande maison, » dit Lucas alors que nous rentrions du cimetière en voiture. « Ce n'est pas raisonnable. » Je regardais par la fenêtre les terres agricoles gelées, pensant à la façon dont Raymond et moi empruntions cette même route quand nous nous faisions la cour. Il me tenait la main et parlait de la maison que nous achèterions, des enfants que nous élèverions, de la vie que nous construirions ensemble. Le mot « raisonnable » n'avait jamais fait partie de ces conversations. « Je me débrouille très bien toute seule depuis 65 ans, » répondis-je. « Je pense pouvoir en gérer quelques-unes de plus. Mais l'entretien, le jardinage, le déneigement... » Evelyne intervint depuis le siège avant. «
À ton âge, Simone, ces choses deviennent dangereuses. Et si tu tombais? Et si quelque chose arrivait et que personne ne te trouvait pendant des jours? L'inquiétude dans sa voix semblait sincère. J'ai presque failli y croire moi-même. En plus, ajouta Lucas, nous avons beaucoup de place. La chambre d'amis n'est presque jamais utilisée, et tu pourrais aider avec les petits-enfants quand ils viennent. Aider avec les petits-enfants, ça aurait dû être mon premier indice. La maison de Lucas et Evelyne était une grande bâtisse bourgeoise dans le quartier neuf de la ville, complète avec un garage pour 3 voitures et un îlot de cuisine plus grand que mon premier appartement. Ils l'avaient acheté 5 ans plus tôt, étirant leur budget jusqu'à ce qu'Evelyne appelait la limite absolue, et ce que je pensais secrètement être au-delà de leurs moyens. Mais qu'est-ce que j'en savais? Je n'étais qu'une veuve avec une maison entièrement payée et 45 ans d'économie que Raymond avait soigneusement mise de côté. La chambre d'amis était assez agréable. Des murs jaunes pâles, des meubles blancs, une vue sur leur jardin parfaitement entretenu. « Ce sera comme un hôtel confortable, » dit Evelyne, en tapotant les oreillers sur le lit double. Mon propre espace, mais avec la famille à proximité. Le premier mois fut effectivement agréable. Je préparais le dîner la plupart des soirs, faisais le ménage sans qu'on me le demande, et restais dans ma chambre quand Lucas et Evelyne avaient besoin d'intimité. Ils semblèrent reconnaissants pour l'aide, bien que j'aie remarqué qu'ils n'offrirent jamais de payer les courses ou les charges, malgré mon chèque de pension qui allait vers ce qu'Evelyne appelait euphémiquement les dépenses du ménage. Dès le 2e mois, les demandes commencèrent. « Simone, tu pourrais garder Emma et Jules ce week-end. Lucas et moi avons besoin d'un moment en couple. Simone, tu pourrais récupérer notre pressing? Tu vas déjà faire des courses de toute façon. Simone, tu pourrais attendre le technicien de la fibre? Nous sommes tous les deux au travail et quelqu'un doit être là. » Lentement, efficacement, j'étais transformé d'invité en personnel domestique non rémunéré. Mais je me disais que c'était temporaire, juste le temps de trouver ma prochaine étape, juste le temps que le chagrin ne soit plus aussi vif, juste le temps de me sentir assez forte pour vivre seule à nouveau. J'aurais dû écouter la voix de Raymond dans ma tête, celle qui disait toujours « Simone, quand quelqu'un te montre qui il est vraiment la première fois, crois-le. » À l'été, le masque avait commencé à glisser. Les demandes d'Evelyne étaient devenues des ordres, et Lucas avait développé un talent pour être commodément absent quand les conflits surgissaient. « Simone, il faut qu'on parle de l'arrangement financier », annonça Evelyne un matin autour d'un café. Elle avait disposé des papiers sur la table de la cuisine, comme si elle menait une réunion d'affaires. Ce qu'elle faisait, je suppose. « Quel genre d'arrangement » demandai-je, bien que mon estomac se nouait déjà. « Les frais de séjour, ta part des charges, de la nourriture, de l'entretien de la maison. C'est normal que tu contribues proportionnellement à ce que tu utilises. » Le mot « proportionnellement » aurait dû être mon 2e indice. Evelyne avait fait des études de commerce et adorait utiliser la terminologie d'entreprise pour faire paraître les conversations personnelles officielles et inévitables. Elle fit glisser un papier vers moi, une liste détaillée des dépenses mensuelles avec ma part surlignée en jaune. 800 € pour le loyer de la chambre d'amis, 200 € pour les charges, 300 € pour la nourriture et les fournitures ménagères, 1 300 € au total, ce qui correspondait exactement à 50 € de moins que ma pension mensuelle. « Ça semble élevé, dis-je prudemment. Je ne suis qu'une seule personne, et je suis parti plusieurs heures chaque jour au club des aînés. Mais tu utilises la cuisine, la salle de bain, les équipements de blanchisserie, répliqua Evelyne. Et quand Emma et Jules sont là, tu es présente tout le week-end, ce qui augmente considérablement nos coûts. Emma et Jules étaient les enfants de Lucas de son premier mariage. Ils venaient un week-end sur 2, et j'adorais les avoir autour de moi. Ils avaient 8 et 10 ans, pleins d'énergie et de questions, et cette joie innocente qui me rappelait pourquoi être grand-mère était censée être l'une des grandes récompenses de la vie. Bien sûr, Evelyne avait une perspective différente sur leur visite. « C'est épuisant d'avoir des enfants dans la maison un week-end sur 2, dit-elle à sa sœur au téléphone un jour, sans réaliser que je pouvais entendre depuis la buanderie. Et maintenant, avec Simone en plus, c'est comme si je tenais une pension de famille. Je signais l'accord financier parce que quel choix avais-je? Trouver un appartement à mon âge, avec seulement 50 € par mois restant pour les dépenses personnelles, n'était pas réaliste, et Lucas semblait sincèrement préoccupé par mon bien-être, même si sa femme me considérait comme une source de profit. « C'est juste temporaire, maman », m'assura Lucas quand j'exprimais des doutes sur l'arrangement. « Le temps qu'on trouve un plan à long terme qui convienne à tout le monde. » Le plan à long terme, comme il s'est avéré,
impliquait que je devienne de plus en plus invisible et de plus en plus utile. À l'automne, je faisais toutes les courses, la plupart de la cuisine et tout le rangement. Quand Emma et Jules venaient, j'étais leur garde principale pendant que Lucas et Evelyn sortaient pour des dîners romantiques ou des escapades de week-end. Quand ils recevaient les amis d'Evelyn, on s'attendait à ce que je serve les boissons et les amuse-gueules, puis que je disparaisse à l'étage pour que les adultes puissent avoir leurs conversations sophistiquées. Le point de rupture arriva en novembre, lors d'un des dîners d'Evelyn. J'avais passé l'après-midi à préparer des amuse-gueules et à nettoyer la maison, puis servi des boissons à ses invités avec un sourire plaqué sur mon visage. Alors que je ramassais les verres vides dans le salon, j'entendis Evelyn parler à son amie Jennifer. « C'est en fait parfaitement arrangé, » disait Evelyn. Simone s'occupe de tout le ménage, garde les enfants quand ils sont là, et sa pension couvre la plupart de ses dépenses. C'est comme avoir une aide à domicile, sauf qu'elle nous paye pour ce privilège. Jennifer rit. « Ouais, fais-ce brillant. Tu devrais écrire un livre. Comment rentabiliser sa belle-mère ?» Ou, debout là, avec un plateau de verre sale, écoutant ma situation de vie être discutée comme un stratagème commercial astucieux, quelque chose se cristallisa en moi. Ce n'était pas un hébergement temporaire pendant une transition difficile. Ce n'était pas la famille s'entraidant pendant des moments difficiles. C'était de l'exploitation pure et simple. Mais je ne dis rien ce soir-là. Je portais simplement les verres à la cuisine, chargeais le lave-vaisselle et montais dans ma chambre. Après tout, j'avais encore mon billet de loterie hebdomadaire pour me réjouir. Et parfois, si vous attendez assez longtemps, l'univers a une façon de rétablir l'équilibre. Décembre arriva avec une tempête de neige précoce et l'annonce d'Evelyn qu'il transformait le sous-sol en studio pour moi. Elle présenta cela comme une merveilleuse amélioration, complète avec une petite kitchenette et une entrée séparée. « Tu auras tellement plus d'intimité, » expliqua-t-elle, étalant des plans d'architecte sur la table de la salle à manger. « Ton propre espace, ta propre entrée, presque comme ton propre appartement, le sous-sol. » Il voulait me déplacer au sous-sol. Lucas se tenait à proximité, l'air mal à l'aise mais solidaire. L'entrepreneur dit que ce sera fini d'ici le printemps, et tu auras la kitchenette, donc tu n'auras plus besoin d'utiliser la cuisine principale autant. Traduction. Il voulait m'isoler complètement. Éliminer même l'inconvénient minimal de partager les espaces communs avec leur invité qui leur payait 1 300 € par mois pour ce privilège. « Et si je ne voulais pas déménager au sous-sol » demandai-je. Le sourire d'Evelyn se crispa. « Eh bien, Simone, nous y avons aussi réfléchi. Cet arrangement a bien fonctionné, mais nous commençons à sentir que nous avons besoin de retrouver notre espace en tant que couple. Le studio au sous-sol te donnerait de l'indépendance tout en nous gardant tous proches. Et si je préférais trouver un autre endroit où vivre ?» Le silence s'étira inconfortablement. Finalement, Lucas se racla la gorge. « Maman, on s'est habitué à t'avoir ici. Tu es de la famille. Mais si tu voulais explorer d'autres options, on comprendrait. » D'autres options, à mon âge, avec 50 € par mois de revenus discrétionnaires, mes autres options se limitaient à un logement social pour seniors avec une liste d'attente de 2 ans, ou un studio dans le quartier le plus malfamé de la ville. Il m'avait piégé, et il le savait. Ce vendredi-là, je marchais jusqu'à l'épicerie Martin avec plus de détermination que d'habitude. La neige tombait régulièrement, recouvrant les trottoirs d'une couche de verglas glissante qui rendait chaque pas périlleux. Mais je m'en moquais du péril. Toute ma vie était devenue périlleuse. « Un temps difficile pour marcher, Madame Moreau, » lança Kevin alors que je tapais la neige de mes bottes. « J'ai traversé pire, » répondis-je en sortant mes 5 € de mon sac. Les mêmes numéros que d'habitude. Tandis que Kevin imprimait mon billet, je me surpris à penser à ces numéros différemment. 7 pour le jour où j'ai épousé Raymond, à l'époque où j'étais jeune et croyais aux fins heureuses. 14 pour le jour où Lucas est né, quand je pensais élever un homme qui respecterait et protégerait sa famille. 23 pour notre anniversaire de mariage, célébrant des décennies de partenariat et de soutien mutuel. Peut-être était-il temps que ces numéros représentent quelque chose de nouveau. Je glissai le billet dans mon portefeuille, juste derrière l'ancien permis de conduire de Raymond que je n'arrivais pas à me résoudre à jeter. « Croisez les doigts pour moi, Kevin, » dis-je comme toujours. « Je le fais toujours, Madame Moreau, ça pourrait être votre semaine. » En rentrant à travers la neige, je passais devant un groupe d'adolescents qui faisaient de la luge sur la colline derrière l'école primaire. Leur rire résonnait à travers le paysage gelé. De la joie pure, sans aucune arrière-pensée de calcul ou de manipulation. Je me souvenais de Lucas à cet âge,
comment il passait des heures à construire des forts de neige et refusait de rentrer même quand ses vêtements étaient trempés et ses lèvres bleues de froid. Où était passé ce garçon? Quand était-il devenu quelqu'un qui pouvait regarder sa mère dans les yeux et expliquer pourquoi la déplacer au sous-sol était vraiment pour son bien? De retour à la maison, Evelyn était dans la cuisine au téléphone avec l'entrepreneur. « Oui, on veut les options les moins chères pour tout, » disait-elle. « Ça n'a pas besoin d'être luxueux. C'est juste pour une personne âgée. Juste pour une personne âgée. » C'est ce que j'étais devenue dans la maison de mon fils, pas Simone Moreau, qui avait élevé 2 enfants et enterré un mari, et survécu à 67 ans de joies et de peines, et tout ce qui va avec. Juste une personne âgée à gérer aussi efficacement et économiquement que possible. Je montais dans ma chambre, tant que j'avais encore une chambre à l'étage, et m'assis près de la fenêtre en regardant la neige tomber. Dans mon sac, mon billet de loterie attendait patiemment, portant ces numéros familiers qui ne m'avaient jamais laissé tomber, même quand tous les autres l'avaient fait. Parfois l'univers prend son temps pour préparer la justice, mais quand elle arrive complètement. Les numéros gagnants furent annoncés le vendredi soir à 23h sur France 2. J'étais au lit en train de lire un livre de la bibliothèque sur une femme qui hérite d'une maison mystérieuse quand le segment de la loterie passa pendant les informations de fin de soirée. Le jackpot de l'Euromillions de ce soir était de 53 millions d'euros, annonça la présentatrice pimpante. Les numéros gagnants sont le 7, le 14, le 23, le 30 et 1, le 45 et l'étoile 18. Pendant un moment, mon cerveau refusa de traiter ce que je venais d'entendre. C'était mes numéros exacts, ceux que je jouais fidèlement depuis 32 ans. Je cherchais la télécommande à tâtons, rembobinant pour entendre l'annonce à nouveau. 7, 14, 23, 31, 45 et l'étoile 18. Mes mains tremblaient quand j'attrapais mon sac à main, sortant le billet de loterie avec des doigts qui semblaient soudain arthritiques et maladroits. Ils étaient là imprimés en noir et blanc. 7-14-23-31-45 53 millions d'euros. Je restais assise là, fixant le billet, attendant que la réalité s'installe. Après 32 ans d'espoir et d'investissement de 5 €, j'avais enfin gagné. Pas juste un peu, j'avais gagné gros. Mon premier instinct fut de descendre en courant et de le dire à Lucas et Evelyn, de partager l'incroyable nouvelle avec la famille, de célébrer ensemble ce moment qui change une vie. Puis je me souvins où j'étais assise et pourquoi et comment j'en étais arrivé là. Dans leur maison, leur payant 1 300 € par mois de loyer, tout en servant d'aide domestique et de garde d'enfants non rémunérés, programmés pour être déplacés au sous-sol au printemps parce que ma présence dans leur vie était devenue gênante. Peut-être que je devrais garder cette information pour moi pendant un petit moment, juste le temps de comprendre ce que gagner 53 millions d'euros signifiait pour mon avenir. Je glissai le billet dans mon portefeuille et éteignis la télé. Le sommeil était impossible, mais je restais allongé dans le noir pendant des heures à réfléchir. À l'aube, j'avais les prémices d'un plan. Le samedi matin arriva avec son chaos habituel. Emma et Jules étaient là pour le week-end, ce qui signifiait qu'Evelyn allait disparaître pour se faire les ongles, pendant que je superviserais le petit déjeuner, les divertissements et la gestion générale des enfants. « Bonjour Simone », dit Evelyn, déjà habillée en tenue de sport. « Je vais au yoga, puis chez l'esthéticienne. Tu peux t'occuper des enfants ?»« Bien sûr, » répondis-je, comme toujours. Lucas était dans son bureau à rattraper ses emails de travail avant sa partie de golf. Les enfants étaient au salon, encore en pyjama, se disputant pour savoir quoi regarder à la télé. Ce fut pendant ce chaos parfaitement ordinaire du samedi matin qu'Evelyn décida de ranger la cuisine, ce qui incluait vider mon sac à main pour chercher les coupons de réduction que j'avais découpés plus tôt dans la semaine. « Simone, où as-tu mis ces coupons pour les céréales ?» appela-t-elle en fouillant dans mes affaires. « Ils devraient être dans la poche latérale, » répondis-je, concentré sur la médiation du conflit de télécommande entre Emma et Jules. « Oh, et oh mon Dieu, c'est quoi ça ?» Quelque chose dans la voix d'Evelyn me fit lever les yeux. Elle se tenait près du plan de travail de la cuisine, tenant mon billet de loterie. Son visage était pâle de choc. « C'est... Tu as acheté un billet de loterie ?» Mon estomac se noua, mais je gardai une expression neutre. J'en achète un chaque semaine, les mêmes numéros depuis 32 ans. Evelyn fixait le billet comme s'il était radioactif. « Simone, tu sais quels étaient les numéros gagnants hier soir ?» Avant que je puisse répondre, elle attrapait son téléphone, cherchant frénétiquement sur Google. « Ah mon Dieu ! Oh mon Dieu !
Lucas. Son cri fit accourir Lucas de son bureau, la chemise de golf à moitié boutonnée, les cheveux encore en bataille du sommeil. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un s'est blessé. Le billet de loterie. Evelyne lui fourra le billet dans les mains, tremblante. Regarde les numéros. Regarde le tirage d'hier soir. Lucas prit le billet, fronçant les sourcils en lisant les numéros. Son froncement s'approfondit quand Evelyne lui montra l'écran de son téléphone avec la combinaison gagnante. Le silence dans la cuisine s'éternisa, rompu seulement par Emma qui demandait si quelqu'un allait faire des crêpes. Finalement, Lucas leva les yeux vers moi, son expression illisible. « Maman, tu réalises ce que ça signifie ?» Je réalisais exactement ce que ça signifiait. La seule question était de savoir s'il le réalisait aussi. L'heure suivante fut un pur chaos, et je regardais tout se dérouler depuis ma place à la table de la cuisine, comme si je voyais la vie de quelqu'un d'autre à travers une fenêtre. Evelyne faisait les 100 pas dans la cuisine, le téléphone collé à l'oreille, parlant à ce qui semblait être chaque personne de son répertoire. 53 millions d'euros, 50 millions. On a gagné à la loterie. On a gagné. C'était intéressant, ce « on ». Lucas avait pris le billet des mains d'Evelyne et l'examinait comme un expert médico-légal, comparant les numéros sur l'écran de son téléphone encore et encore. « C'est vrai », ne cessait-il de marmonner. « C'est vraiment vrai. » Emma et Jules, sentant que quelque chose de capital se passait, avaient abandonné leur dispute télévisuelle et se tenaient dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les yeux écarquillés de confusion et d'excitation. « On est riche maintenant ?» demanda Emma. « On est très riche, ma chérie, » dit Evelyne en la soulevant pour la faire tournoyer dans la cuisine. « On n'aura plus jamais à s'inquiéter de l'argent. » Je me surpris à penser à Raymond, me demandant ce qu'il penserait de cette scène. Probablement quelque chose de sarcastique sur les poules qu'on compte avant qu'elles soient écloses. Raymond avait toujours été prudent quant aux conclusions hâtives avant de comprendre toutes les variables. « Maman, » dit Lucas, serrant toujours le billet. « Il faut qu'on appelle un avocat, un conseiller financier et probablement un comptable. Il y a des impôts à considérer, des procédures de réclamation et on devrait probablement rappeler cet entrepreneur et améliorer les plans du sous-sol, interrompit Evelyne. Je veux dire, si on est millionnaire, on n'a plus besoin de choisir les options les moins chères. Le sous-sol encore. Même au milieu de ce qu'ils croyaient être une fortune qui changerait leur vie, ils planifiaient toujours de me déplacer au sous-sol. En fait, continua Evelyne, sa voix prenant ce ton particulier qu'elle utilisait quand elle résolvait un problème, on devrait probablement voir plus grand que le sous-sol. Je veux dire, avec ce genre d'argent, on pourrait acheter une plus grande maison, quelque chose avec une vraie aile pour belle-mère. Ou, sa voix s'illumina, on pourrait regarder une de ces belles résidences pour seniors, pour Simone, les chers, où ils ont des activités et des soins médicaux et tout. Ah, voilà, l'argent allait leur acheter un moyen plus élégant de se débarrasser de moi. Lucas hocha la tête avec enthousiasme. « C'est une excellente idée. Maman, tu serais probablement plus heureuse avec des gens de ton âge, non? Et on pourrait s'offrir un des endroits vraiment bien maintenant. » Je regardais mon fils et ma belle-fille faire des plans pour mon avenir, utilisant l'argent qu'ils supposaient leur appartenir pour résoudre un problème qu'ils avaient créé en me traitant comme un désagrément. L'ironie était si parfaite que j'ai failli éclater de rire. « Ah, il y a juste un petit détail qu'on devrait probablement aborder, » dis-je calmement. Ils se tournèrent tous les deux vers moi, leurs expressions expectatives et légèrement impatientes, comme des parents écoutant un enfant qui interrompt une conversation d'adulte. « Le billet de loterie, » continuai-je posément, « est à mon nom. » Le silence qui suivit fut différent de celui d'avant. Ce n'était pas le silence choqué d'une bonne nouvelle inattendue. C'était le silence horrifié de gens réalisant qu'ils avaient fait une terrible supposition. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Evelyne lentement. Je tendis la main, et après un moment d'hésitation, Lucas plaça le billet dans ma paume. « Je veux dire, dis-je en regardant les numéros familiers qui venaient de se transformer d'espoir en pouvoir, que j'ai acheté ce billet avec mon argent, de mon sac, en utilisant les numéros que je joue depuis 32 ans, ce qui fait qu'il m'appartient. » Le visage d'Evelyne passa par plusieurs changements de couleur fascinants. « Mais tu vis ici. On est une famille. Cet argent. Ça change tout pour nous tous. » « Non, » dis-je en me levant de la table de la cuisine avec plus de dignité que je n'en avais ressenti depuis 2 ans. « Ça change tout pour moi ?» L'expression de compréhension qui se dessina sur leur visage était quelque chose que je savais que je chérirais pendant des années. Le moment où ils comprirent que leur femme de ménage non rémunérée
leur future habitante du sous-sol, leur source commode de loyer mensuel, venaient de devenir indépendamment riches, et qu'ils étaient sur le point de découvrir que 53 millions d'euros pouvaient racheter bien plus qu'une belle maison. Ça pouvait acheter la liberté, ça pouvait acheter la justice, et ça pouvait acheter la revanche la plus satisfaisante qu'une mère ait jamais servie à des enfants ingrats. La cuisine était si silencieuse que je pouvais entendre le réfrigérateur bourdonner et Emma chuchotait à Jules dans le salon. Lucas et Evelyne restaient figés comme si quelqu'un venait d'annoncer que la gravité était optionnelle. « Maman, » dit Lucas prudemment, « ne nous emballons pas. Oui, techniquement le billet est à ton nom, mais on est une famille. On partage les choses. On se soutient. » J'ai failli éclater de rire. Se soutenir mutuellement, comme quand ils m'ont soutenu en me faisant payer 1 300 € par mois de loyer, tout en s'attendant à ce que je fournisse garde d'enfants et ménage gratuit. « Tu as tout à fait raison, » dis-je d'un ton mielleux. « On se soutient mutuellement. C'est pourquoi je vous ai soutenu avec ma pension de retraite chaque mois tout en faisant tout votre ménage, et garde d'enfants gratuitement. » Le cerveau d'affaires d'Evelyne tournait à plein régime. Je pouvais le voir dans ses yeux. Elle calculait, élaborait des stratégies, cherchait un angle. « Simone, ma chérie, dit-elle, utilisant la voix qu'elle réservait à ses clients les plus importants, je pense qu'il y a eu un malentendu sur notre arrangement de vie. La contribution mensuelle que tu fais, ce n'est pas un loyer. C'est juste ta part des dépenses du ménage. On ne t'a jamais considéré comme une locataire. » « Ah bon ?» Je rangeais le billet de loterie dans mon portefeuille avec un soin délibéré. « Alors je suppose que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que j'arrête de contribuer aux dépenses du ménage immédiatement, puisque je suis de la famille et non une locataire. » Lucas s'avança, les mains levées, comme s'il avait affaire à un animal potentiellement dangereux. « Maman, prenons tous une grande respiration. C'est une énorme nouvelle qui change la vie. On doit réfléchir aux implications avec soin. »« Ah, j'ai réfléchi, » dis-je, pendant environ 8 heures maintenant, depuis que j'ai vu ces numéros hier soir. Et j'en suis arrivé à des conclusions intéressantes. Le faux sourire d'Evelyne commençait à se fissurer sur les bords. « Quel genre de conclusion ? Eh bien, pour commencer, j'ai conclu que 53 millions d'euros, c'est assez d'argent pour vivre très confortablement pour le reste de ma vie, sans dépendre de qui que ce soit d'autre pour le logement. La température dans la pièce semble chuter de 10 degrés. »« Tu n'es pas sérieuse, » chuchota Evelyne. « Tu ne partirais pas comme ça. Pas après tout ce qu'on a fait pour toi. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Comme prendre mon argent chaque mois tout en me traitant comme une aide engagée. Comme prévoir de me déplacer au sous-sol parce que ma présence dans leur vie était devenue gênante. Comme discuter de ma situation de vie lors de dîners mondains, comme si j'étais un investissement commercial astucieux. Je suis très sérieuse, dis-je. En fait, je prévois d'appeler le bureau de la loterie dès lundi matin pour réclamer mon prix. Et ensuite, je vais commencer à chercher un endroit à moi. Lucas commençait à paniquer. Je pouvais le voir à la façon dont il n'arrêtait pas de passer ses mains dans ses cheveux. « Maman, tu ne peux pas prendre des décisions comme ça quand tu es sous le coup de l'émotion. C'est trop gros, trop compliqué. Tu as besoin d'aide pour gérer ce genre d'argent. » « De qui ? De toi ? » ?»« Oui, de nous. On est ta famille. Je regardais mon fils, je le regardais vraiment, et je vis un étranger. » Quand Lucas était-il devenu quelqu'un qui pensait que j'étais trop incompétente pour gérer mes propres affaires? Quand avait-il décidé qu'être mon enfant lui donnait des droits sur mes choix? « Lucas, dis-je doucement, quand ton père était mourant, tu sais ce qu'il m'a fait promettre? » Ils devinrent tous les deux très immobiles. « Il m'a fait promettre de ne laisser personne profiter de ma gentillesse. » Il a dit que les gens essaieraient, surtout la famille, parce qu'ils supposeraient que j'étais trop poli ou trop faible pour me défendre. Le silence s'étira jusqu'à ce qu'Evelyne se racle finalement la gorge. « Simone, je pense que tu surréagis à ce qui était essentiellement un malentendu. »« Ah oui, j'attrapais un petit carnet dans mon sac. »« Laissez-moi vous partager quelques chiffres. Au cours de l'année passée, je vous ai payé 15 600 € en dépenses de ménage. J'ai fourni environ 1200 heures de garde d'enfants non rémunérées. J'ai fait à peu près 800 lessives, préparé environ 300 repas et nettoyé cette maison de fond en comble chaque semaine. » Le visage d'Evelyne devenait de plus en plus rouge à chaque chiffre. « En retour, vous m'avez donné une chambre d'amis que vous prévoyez de relocaliser au sous-sol et le privilège de vous entendre discuter de mes arrangements de vie comme divertissement pour vos dîners mondains. »« Oh, ce n'est pas juste, » protesta Lucas.
On t'a fourni un foyer ? Vous m'avez fourni le gîte et le couvert en échange d'un paiement et d'un travail qui dépasse ce que vous avez fourni d'environ 20 000 euros. Ce n'est pas de la générosité, mon fils. C'est de l'exploitation. Le mot resta suspendu dans l'air comme de la fumée. Et maintenant, continuai-je en me levant et en lissant mon pull, j'ai les ressources pour explorer d'autres options. Le dimanche matin arriva avec Evelyne en mode gestion de crise totale. Elle avait visiblement passé la nuit à élaborer des stratégies, car elle m'accueillit à la table du petit déjeuner avec un classeur à 3 anneaux et son sourire le plus professionnel. « J'ai fait quelques recherches, » annonça-t-elle en ouvrant le classeur pour révéler des articles imprimés sur les gagnants de loterie. « Et tu savais que 70% des gagnants de loterie font faillite dans les 5 ans ? » Je me versai du café et m'installai pour regarder le spectacle. « Vraiment ? » ?»« Absolument. » Les statistiques sont terrifiantes. De mauvaises décisions financières, de mauvais investissements, des membres de la famille qui profitent. C'est un désastre complet pour la plupart des gens. Elle feuilleta des pages de texte soulignés. « Pourquoi tu as besoin de conseils professionnels ?» De conseils familiaux. Lucas apparut dans l'encadrement de la porte, ayant l'air de n'avoir pas bien dormi. « Maman, Evelyne a raison. C'est bien trop gros pour qu'une seule personne gère ça toute seule, surtout quelqu'un de ton âge. » « Sans vouloir te vexer, Simone, » ajouta Evelyne serviablement, « mais gérer 53 millions d'euros nécessite une expertise en droit fiscal, en stratégie d'investissement, en planification successorale. C'est incroyablement complexe. » Je pris une gorgée de café et étudiai leur visage sérieux. Ils avaient clairement passé un temps considérable à préparer cette intervention, élaborant leurs arguments et leurs stratégies. C'était presque touchant de voir tous les efforts qu'ils mettaient à me convaincre que j'étais incompétente. « Vous y avez beaucoup réfléchi, » observai-je. « On tient à toi, » dit Lucas. « On ne veut pas te voir faire des erreurs qui pourraient ruiner ta sécurité financière. »« Yeah, quel genre d'erreur ?» Evelyne se pencha en avant, sentant une ouverture. « Eh bien, par exemple, acheter une maison sans comprendre les implications fiscales, ou faire de gros achats sans considérer comment ils affectent ta trésorerie à long terme, ou faire confiance aux mauvaises personnes avec ton argent. » « Les mauvaises personnes, » répétai-je. « Comme qui ? » « Comme des conseillers financiers qui facturent des frais énormes, ou des gestionnaires d'investissement qui poussent des produits risqués, ou des membres de la famille qui pourraient essayer de profiter de ta générosité, » dit Evelyne, apparemment sans aucun sens de l'ironie. Je posai ma tasse de café avec une précision délibérée. « Evelyne, laisse-moi te poser une question. Quand j'ai emménagé ici, as-tu recherché le coût moyen des résidences pour seniors dans notre région ?» Ses yeux vacillèrent avec quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, as-tu vérifié combien ça me coûterait de vivre ailleurs pour pouvoir fixer le prix de ma chambre et pension de manière compétitive ? Lucas remua inconfortablement. Parce que j'ai fait quelques recherches moi-même hier, continuai-je. Le coût moyen d'une chambre privée dans une résidence de qualité pour seniors dans le coin est d'environ 1 800 € par mois. Ça inclut les repas, le ménage, les activités et le suivi médical. Evelyne était très silencieuse. Maintenant, vous m'avez facturé 1 300 € pour une chambre d'amis et le privilège de faire mon propre ménage, ma cuisine et de garder des enfants. Ce n'est pas la famille qui s'entraide, c'est un arrangement commercial et pas même équitable. Ce n'est pas une question d'argent, dit Lucas désespérément. C'est une question de famille, de rester ensemble. Ah bon ? Alors pourquoi prévoyez-vous de me déplacer au sous-sol ? Aucun des deux n'avait de réponse à cela. Je fermai le classeur d'Evelyne et le fis glisser sur la table. J'apprécie votre inquiétude concernant les gagnants de loterie qui font faillite, mais je pense que vous vous inquiétez pour la mauvaise personne qui pourrait prendre de mauvaises décisions financières. Le sang-froid professionnel d'Evelyne commençait à se fissurer. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Ça veut dire qu'au cours de l'année passée, j'ai subventionné votre style de vie à hauteur d'environ 20 000 €. Pendant ce temps, vous planifiez des rénovations, partiez en vacances et achetiez de nouveaux meubles tout en faisant payer à votre belle-mère âgée un loyer au prix du marché pour un hébergement de qualité inférieure. Lucas secouait la tête comme s'il pouvait faire disparaître la vérité. « Je ne comprends pas. Parce qu'il espérait s'être trompé sur vous. Il espérait que le moment venu, vous me traiteriez avec l'amour et le respect qu'il vous a appris à montrer à la famille. » Je pris mon sac et me dirigeai vers la porte. « Au lieu de ça, vous m'avez traité comme une opportunité commerciale. »« Où vas-tu » appela Evelyne derrière moi.
commencer ma nouvelle vie. J'ai versé un acompte pour un bel appartement au jardin de l'automne, une résidence pour seniors. 2 chambres, cuisine complète, mon propre emplacement de parking et un loyer mensuel inférieur à ce que je payais pour être votre locataire. Je m'arrêtais à la porte d'entrée, regardant en arrière les 2 personnes qui avaient profité de mon chagrin et de ma solitude pour leurs propres gains financiers. Oh, et encore une chose. Puisque vous n'aurez plus mes revenus pour vous aider avec vos dépenses, vous voudrez peut-être commencer à planifier comment vous allez gérer ces 47 000 € de dettes de carte de crédit. J'entends dire que le stress financier peut être très difficile pour les familles. En marchant vers ma voiture, je pouvais entendre Evelyne pleurer et Lucas essayer de la calmer. Mais leur crise n'était plus mon problème. J'avais 53 millions d'euros, un mari décédé qui m'avait assez aimé pour me protéger d'outre-tombe et le reste de ma vie à vivre selon mes propres termes. Le mardi matin, ma confrontation avec Lucas et Evelyne était devenue le sujet principal de toutes les chaînes d'information locales. Une gagnante de la loterie révèle l'exploitation financière par sa famille, défilée en bas de l'écran, alors que France 3 rediffusait ma conférence de presse improvisée dans son émission matinale. Je regardais la couverture depuis ma chambre d'hôtel au relais du château, où je m'étais installé après avoir quitté la maison de Lucas. J'avais décidé d'y rester quelques jours, le temps de finaliser les arrangements pour mon nouvel appartement au jardin de l'automne. Mon téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis que l'histoire avait éclaté. De vieux amis offrant leur soutien, des journalistes cherchant des interviews, et plus étonnamment, d'autres personnes âgées partageant des histoires similaires sur leurs propres enfants. Il semblait y avoir une épidémie d'enfants adultes utilisant leurs parents vieillissants comme source de revenus commodes. Madame Moreau, avait dit la journaliste de France 3 lors d'une interview de suivi ce matin-là, « Votre histoire a clairement touché une corde sensible chez de nombreux seniors de notre communauté. » Saviez-vous à quel point ce genre de situation est courant? Non, avais-je admis. Je pensais être seul. Je pensais être la seule mère assez bête pour laisser le chagrin et la solitude obscurcir mon jugement. Mais il semble qu'il y en ait beaucoup parmi nous qui ont confondu l'amour avec l'obligation, qui ont accepté le manque de respect parce que nous craignions d'être seuls. Que diriez-vous à d'autres personnes dans votre situation? J'y réfléchis soigneusement, voulant utiliser cette plateforme inattendue de manière responsable. Je dirais que votre âge ne diminue pas votre valeur, que vous méritez le respect et la gentillesse, surtout de votre famille, et qu'il n'est jamais trop tard pour fixer des limites et exiger un meilleur traitement. La journaliste hocha la tête. Et qu'en est-il de votre relation avec votre fils et votre belle-fille maintenant? Y a-t-il une chance de réconciliation? C'était la question qui m'avait tenu éveillé la majeure partie de la nuit. Malgré tout, Lucas était toujours mon fils, le garçon que j'avais élevé, l'enfant que j'avais aimé à travers les genoux écorchés et les bulletins de notes et les premiers chagrins d'amour. Pouvais-je vraiment le couper complètement de ma vie? Je l'espère, dis-je finalement, mais la réconciliation exige la reconnaissance et le changement. On ne peut pas reconstruire une relation sur les mêmes fondations qui l'ont fait s'effondrer. Après l'interview, je rencontrai les officiels de la loterie pour réclamer mon prix. Comme Maître Duval me l'avait conseillé, je choisis l'option de la rente plutôt que le versement forfaitaire, ce qui me fournirait un revenu garanti pour les 29 prochaines années, tout en minimisant l'impact fiscal. J'établis aussi la Fondation Famille Moreau, une organisation caritative dédiée à aider les personnes âgées victimes d'exploitation financière par des membres de leur famille. Le mercredi après-midi, j'étais prête à visiter mon nouvel appartement au jardin de l'automne. La résidence était située en périphérie de Châtillon-sur-Seine, nichée parmi les chênes avec une vue sur la rivière. Mon logement était au 2e étage avec un petit balcon donnant sur un jardin intérieur. « T'es charmant, dis-je à la directrice de la résidence, Sarah Philippon, qui me faisait visiter. « Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous, Madame Moreau, dit-elle. Bien que je doive admettre que nous n'avons généralement pas de résidents avec vos ressources financières, la plupart des gens qui peuvent se le permettre préfèrent rester dans leur propre maison. » « J'avais une maison, dis-je doucement. Ça n'a pas fonctionné. L'expression de Sarah s'adoucit avec compréhension. Eh bien, nous visons à faire des jardins de l'automne un vrai foyer pour tous nos résidents. Nous avons des activités quotidiennes, une salle à manger commune si vous n'avez pas envie de cuisiner, et un service de navette pour vous emmener faire des courses ou à vos rendez-vous. Alors que nous continuions la visite, je me surpris à imaginer ma vie ici. Le café du matin sur le balcon, les promenades de l'après-midi le long du sentier de la rivière, les réunions du club de lecture dans la salle commune. Ce ne serait pas la vie que j'avais planifiée avec Raymond, mais ce pourrait être une bonne vie, une vie paisible.
Mon téléphone vibra avec un message de Lucas. « Maman, s'il te plaît, appelle-moi. Il faut qu'on parle. » Je glissais le téléphone dans mon sac sans répondre. Lucas et Evelyne avaient eu 2 ans pour parler, pour me traiter avec respect, pour considérer mes sentiments. Maintenant, ils pouvaient attendre que je sois prête. 2 semaines plus tard, j'étais installé dans mon nouvel appartement au jardin de l'automne. Les déménageurs avaient apporté les quelques meubles que j'avais gardés en garde-meubles après avoir vendu la maison, le fauteuil préféré de Raymond, notre table de salle à manger et la parure de chambre que nous avions achetée pour notre 30e anniversaire de mariage. Le reste, je l'avais acheté neuf, un luxe que je ne m'étais jamais permis auparavant. Mes premières visiteuses furent Néma et Jules, amenées par la première femme de Lucas, Michel. Nous avions toujours eu une relation cordiale, et elle avait appelé après avoir vu la couverture médiatique pour exprimer son soutien. « Mamie !» cria Emma en se jetant dans mes bras dès que j'ouvris la porte. « Ta maison est tellement jolie. »« C'est un appartement, idiote !» corrigea Jules avec toute l'autorité de ses 10 ans. Les maisons ont des escaliers à l'intérieur. Je les serrais tous les 2 fort, respirant l'odeur de l'enfance, un mélange de shampoing, de bonbons et cette douceur indéfinissable qui n'appartient qu'aux jeunes. J'ai fait des cookies, dis-je en les conduisant à la cuisine où une assiette de cookies aux pépites de chocolat les attendait. Et je me suis dit qu'on pourrait aller se promener jusqu'à l'étang au canard après votre goûter. Pendant que les enfants dévorèrent les cookies, Michel et moi nous assîmes à la table de la salle à manger, parlant à voix basse. « Comment allez-vous ? Vraiment ?» demanda-t-elle. « Toute cette situation doit être incroyablement difficile. »« Ça aurait été révélateur, » répondis-je. « J'ai découvert des forces que j'ignorais avoir et des faiblesses que je ne voulais pas reconnaître. » Michel hocha la tête. Lucas m'a appelé. « Vous savez, il est dévasté. Il dit qu'il n'a jamais voulu vous blesser. »« Je crois qu'il croit vraiment ça, » dis-je prudemment. Mais les intentions n'effacent pas les actes. Il est resté sans rien dire pendant qu'Evelyne me faisait payer un loyer qui dépassait ce que j'aurais payé dans une belle résidence pour seniors, tout en s'attendant à ce que je fournisse garde d'enfants et ménage gratuit. Pour ce que ça vaut, je ne pense pas qu'il ait pleinement compris ce qui se passait, dit Michel. Lucas a toujours été sensible aux personnalités fortes. C'est en partie pourquoi notre mariage s'est terminé. Il ne pouvait pas tenir tête à sa mère, et ensuite il n'a pas pu tenir tête à Evelyne. Je soupirais, ressentant la torsion familière de la culpabilité maternelle. Avais-je contribué à l'incapacité de Lucas à s'affirmer? Ma propre personnalité forte l'avait-elle en quelque sorte façonné en quelqu'un qui cherchait des partenaires dominants pour ensuite se plier à leur volonté? Peut-être, concédai-je, mais c'est un homme adulte avec des responsabilités envers ses enfants et envers moi. À un moment donné, nous devons tous prendre la responsabilité de nos choix. Après que Michel et les enfants furent partis, promettant de revenir bientôt, je me retrouvai debout sur mon balcon, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances de rose et d'or. Le son des rires montait de la cour en contrebas, où un groupe de résidents jouait aux cartes à une table de pique-nique. « Belle soirée », dit une voix grave depuis le balcon voisin. Je me tournai pour voir un homme distingué aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants. Il arrosait une rangée de pots d'herbes aromatiques qui bordaient sa rambarde. En effet, acquiesçai-je. Jacques Beaumont, se présenta-t-il. Appartement 2B, ancien professeur de français au lycée, jardinier amateur actuel, comme vous pouvez le constater. Simone Moreau, appartement 2A, ancienne secrétaire de direction dans une compagnie d'assurance, actuellement. Eh bien, je ne suis pas sûr de ce que je suis actuellement. Il sourit. Je sais qui vous êtes, Madame Moreau. Tout le monde au jardin de l'automne connaît la gagnante de la loterie qui a tenu tête à sa famille exploiteuse. Vous êtes une sorte d'héroïne locale. Je sentis mes joues rougir à ces paroles. Je ne suis pas une héroïne, juste une femme qui a finalement trouvé sa voie. Parfois, c'est l'acte le plus héroïque de tous, dit Jacques en m'offrant un brin de menthe fraîche. Pour votre thé, Bienvenue au jardin de l'automne. Plus tard ce soir-là, alors que je me préparais pour me coucher, mon téléphone sonna. C'était Lucas. J'hésitais, mon doigt planant au-dessus du bouton de réponse. Une partie de moi voulait l'ignorer, continuer mon traitement silencieux jusqu'à ce qu'il comprenne vraiment la peine qu'il avait causée. Mais une autre partie, celle qu'il avait soignée pendant la varicelle et célébré son premier but en football, ne supportait pas l'idée de prolonger sa souffrance. « Bonsoir, Lucas » dis-je, gardant ma voix neutre. « Maman » Sa voix se brisa sur cette unique syllabe. « Merci de répondre. »
Je ne sais pas par où commencer. Le début est généralement un bon point de départ, suggérai-je en m'installant dans le fauteuil de Raymond, le seul meuble qui sentait encore légèrement son odeur. Je suis désolé, dit Lucas, profondément, sincèrement désolé pour tout, de t'avoir traité comme une commodité au lieu de ma mère, d'avoir laissé Evelyne dicter les conditions de ta situation de vie, de ne pas avoir pris ta défense quand j'aurais dû le faire. Les excuses semblaient sincères, mais après 2 ans de manipulation, j'avais appris à être prudente. Qu'est-ce qui a provoqué cette prise de conscience soudaine? Il y eut une longue pause. Après ton départ, Evelyne et moi avons eu une énorme dispute. Elle voulait contester ta réclamation du billet de loterie. Elle disait qu'on pouvait argumenter que tu n'étais pas saine d'esprit quand tu l'as acheté. C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne te voit pas comme une personne avec des droits et des sentiments. Elle te voit comme un actif à gérer. Et tu réalises seulement maintenant? Je ne pus empêcher l'amertume dans ma voix. Non, admit-il. Je pense que je le sais depuis un moment, mais c'était plus facile de suivre ses plans que de confronter la vérité. Et honnêtement, maman, nous nous noyions financièrement. L'hypothèque, les remboursements de voitures, les pertes de l'entreprise d'Evelyne. Ta pension de retraite était devenue une bouée de sauvetage dont nous dépendions. Tu aurais pu demander de l'aide, dis-je doucement. Ton père et moi t'aurions aidé si tu avais été honnête sur ta situation. Je sais. Mais la fierté est une chose puissante. Et Evelyne, elle a certaines attentes concernant notre style de vie. La maison, les voitures, les vacances. Je ne pouvais pas me résoudre à lui dire qu'on ne pouvait pas se permettre tout ça. Je secouai la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Alors à la place, tu as fait payer un loyer à ta mère veuve et tu l'as utilisé pour la garde d'enfants et le ménage gratuit. En quoi est-ce mieux que d'admettre que vous viviez au-dessus de vos moyens? Oh, ça ne l'est pas, dit Lucas, la voix brisée. C'est tellement pire. J'ai trahi la personne qui m'a toujours aimé inconditionnellement. Je ne peux pas te demander de me pardonner maintenant. Mais j'espère qu'un jour tu me donneras peut-être une chance de regagner ta confiance. Malgré tout, je ressentis une lueur d'espoir. Lucas reconnaissait son comportement sans excuse ni dérobade. C'était un petit pas, mais un pas important. J'ai besoin de temps, dis-je finalement. Et j'aimerais continuer à voir Emma et Jules. Ils sont venus aujourd'hui et j'ai promis de les emmener à l'étang au canard la prochaine fois. Bien sûr, dit Lucas rapidement. Quand tu veux, tu leur manques terriblement. Après avoir raccroché, je restai assise dans le fauteuil de Raymond pendant longtemps, réfléchissant au pardon et aux limites, et à ce que signifie aimer quelqu'un sans lui permettre de vous diminuer. Raymond avait toujours été meilleur que moi pour fixer des limites. Il savait quand tenir bon et quand plier, quand offrir de l'aide, et quand prendre du recul et laisser les autres faire face aux conséquences de leurs choix. « J'essaye de devenir plus comme toi », chuchotai-je dans la pièce vide, espérant que d'une manière ou d'une autre, quelque part, il pouvait m'entendre. Le lendemain matin, je fis la connaissance d'une autre de mes voisines, Marguerite Dupont, une veuve dans la 70 avec une attitude pragmatique et un sens de l'humour décapant. « Alors, vous êtes la dame de la loterie », dit-elle alors que nous attendions l'ascenseur. « Bien joué. Tenir tête à ses vautours. » Ma fille a essayé quelque chose de similaire après la mort de mon Henri. Elle a suggéré que je vende ma maison et que j'emménage avec sa famille. Et puis j'ai découvert qu'elle avait déjà contracté un prêt sur ma propriété, en falsifiant ma signature et tout. Maintenant elle purge 5 ans pour fraude, et moi je suis ici au jardin de l'automne à profiter de la vie. L'évaluation franche de Marguerite sur son propre drame familial me fit me sentir moins seul. Alors que nous marchions vers la salle à manger pour le petit déjeuner continental gratuit, elle me présenta à plusieurs autres résidents, dont beaucoup avaient leurs propres histoires d'enfants qui les avaient considérés comme des fardeaux ou des ressources financières plutôt que comme des personnes méritant le respect. « C'est une épidémie, » dit François Lebrun, un ancien facteur. « Mon fils n'attendait que de mettre la main sur ma retraite. Il n'arrêtait pas d'emprunter de l'argent qu'il ne remboursait jamais. Puis il a eu le culot de se mettre en colère quand j'ai finalement dit non. Ma fille a essayé de me faire déclarer inapte quand j'ai refusé d'ajouter son nom à mon compte en banque, ajouta Denise Millet, une ancienne bibliothécaire aux yeux vifs et à la voix douce. Le juge a rejeté la demande et lui a suggéré de suivre une thérapie à la place. J'écoutais leurs histoires, ressentant un mélange complexe de tristesse que ce comportement soit si courant et de soulagement de ne pas être seul dans mon expérience. Quand je retournai à mon appartement, j'avais 3 invitations à dîner et un rendez-vous régulier pour des parties de bridge hebdomadaires dans la salle commune.
Alors que je déverrouillais ma porte, Jacques Beaumont sortit de son appartement, vêtu d'un pantalon de toile et d'une chemise bleue boutonnée. « Bonjour, Simone, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Vous vous installez bien ?»« Mieux que prévu, » répondis-je. Tout le monde a été très accueillant. « Et cet endroit a une façon de devenir un foyer assez rapidement, » dit-il. « Je suis ici depuis 3 ans maintenant, après le décès de ma femme. Je ne pensais pas que je me sentirais jamais chez moi ailleurs, mais les jardins de l'automne m'ont prouvé le contraire. Quelque chose dans son ton résonnait avec ma propre expérience, ce mélange de chagrin et de résilience, de construction d'une nouvelle vie à partir des fragments de l'ancienne. « Voudriez-vous entrer prendre un café ?» demandai-je impulsivement. « Je viens d'acheter une nouvelle cafetière à piston que j'ai hâte d'essayer. » Le sourire de Jack s'illumina. « J'aimerais beaucoup. » Alors que nous étions assis sur mon balcon, sirotant du café et parlant de livres, de jardinage et des différentes personnalités qui composaient la communauté des jardins de l'automne, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps, le simple plaisir d'une conversation d'adulte sans arrière-pensée. Jacques n'essayait pas de gérer mon argent ou mon avenir. C'était juste un homme gentil, appréciant un café avec une nouvelle voisine. Pour la première fois depuis la mort de Raymond, je ressentis le plus léger frémissement de possibilités. Pas nécessairement de romance, il était bien trop tôt pour ça, mais d'amitié, de connexion, la compréhension qu'il pourrait y avoir un chapitre de ma vie qui ne serait pas défini par la perte ou l'exploitation, mais par des choix faits librement et des plaisirs véritablement appréciés. Plus tard cet après-midi-là, alors que j'arrangeais des photos de famille sur mon étagère, mon téléphone vibra avec un message. C'était Evelyne. « Oh, il faut qu'on parle des fonds d'études des enfants. » Je supprimai le message sans répondre. Quels que soient les arrangements financiers que Lucas et Evelyne avaient pris pour leurs enfants, ce n'était plus mon affaire. Je soutiendrais Emma et Jules à ma façon, selon mes termes, sans passer par leur belle-mère manipulatrice. Le jour suivant, une lettre recommandée arriva d'un cabinet d'avocats représentant Lucas et Evelyne. Ils demandaient une compensation équitable pour les améliorations et les soins qu'ils avaient fournis pendant mes 2 ans de séjour dans leur maison. J'appelai immédiatement Maître Duval. « Ils me poursuivent en justice ?» demandai-je, la voix tendue d'incrédulité. Le soupir de Maître Duval crépita à travers le téléphone. « Pas exactement. C'est plutôt une lettre de mise en demeure pour essayer de vous intimider et vous faire payer. Ils prétendent avoir fourni des services valant bien plus que ce que vous leur avez payé. Et maintenant que vous avez de l'argent, ils veulent ce qu'ils considèrent être leur juste part. » Mais Lucas m'a appelé l'autre soir pour s'excuser et dire qu'il voulait reconstruire notre relation. Evelyne était-elle présente pendant cet appel ? Non, je ne pense pas. Ça explique tout, dit Maître Duval. Je soupçonne que Lucas regrette peut-être sincèrement ses actes, mais Evelyne ne voit que les euros. Elle est probablement la force motrice derrière cette lettre. Qu'est-ce que je devrais faire ? Rien pour l'instant. Laissez-moi répondre à leur avocat. J'ai beaucoup de documentation montrant la valeur réelle de ce que vous avez reçu par rapport à ce que vous avez payé. De plus, ils auraient du mal à expliquer à un juge pourquoi ils ont fait payer à une veuve âgée un loyer au prix du marché, tout en s'attendant à ce qu'elle fournisse garde d'enfants et ménage gratuit. Après avoir raccroché avec Maître Duval, je ressentis une vague de colère si intense qu'elle fit trembler mes mains. Juste au moment où je pensais que Lucas commençait à voir clair, voilà que ça arrivait. C'était comme faire un pas en avant et 2 pas en arrière. J'avais besoin de me changer les idées. Alors je décidai de faire une promenade le long du sentier de la rivière qui serpentait derrière la propriété des jardins de l'automne. La journée était douce pour décembre, avec un faible soleil filtrant à travers les branches nues et scintillant sur l'eau au courant lent. Tandis que je marchais, j'essayais de démêler mes émotions entremêlées. La colère face à la cupidité incessante d'Evelyne, la déception face à l'incapacité de Lucas à tenir bon contre ses manipulations, la tristesse pour Emma et Jules, pris au milieu de conflits d'adultes qu'ils ne pouvaient pas comprendre, et sous tout ça, un chagrin persistant pour Raymond, dont l'absence avait mis en branle toute cette chaîne d'événements. « À quoi pensez-vous » dit une voix derrière moi. Je me retournai pour voir Jacques Beaumont, emmitouflé dans un manteau de laine et une écharpe rouge, son souffle formant des nuages dans l'air froid. « Je ne suis pas sûr qu'elle valent grand-chose, » répondis-je avec un petit sourire. « Essayez toujours. » Je suis un bon auditeur. 40 ans d'enseignement à des adolescents tend à développer cette compétence. Nous nous mîmes à marcher ensemble,
et je me surpris à lui parler de la lettre de mise en demeure, des excuses de Lucas et de son revirement ultérieur, de mes sentiments conflictuels envers un fils qui semblait incapable de se libérer de l'influence toxique de sa femme. Jacques écouta sans m'interrompre, hochant occasionnellement la tête pour montrer qu'il suivait. Quand j'eus terminé, il resta silencieux un moment, réfléchissant. « Vous savez, dit-il finalement, une des leçons les plus difficiles que j'ai apprises en tant qu'enseignant, c'est que je ne pouvais pas sauver chaque élève. Certains d'entre eux devaient faire leurs propres erreurs, affronter leurs propres conséquences avant de pouvoir grandir, même quand ça me brisait le cœur de les regarder lutter. Lucas a 42 ans, pas 16, fis-je remarquer. C'est vrai, mais la maturité émotionnelle ne suit pas toujours l'âge chronologique. D'après ce que vous m'avez dit, votre fils est coincé entre sa loyauté envers vous et sa peur de sa femme. Ce n'est pas une justification de son comportement, mais ça pourrait être une explication. Alors qu'est-ce que je fais? Je continue à lui pardonner chaque fois qu'il prétend voir la lumière, seulement pour le voir retomber dans les mêmes schémas. Jacques secoua la tête. Le pardon ne signifie pas restaurer une confiance qui n'a pas été méritée. Cela signifie vous libérer du fardeau du ressentiment, tout en maintenant des limites appropriées. Vous pouvez aimer votre fils sans lui donner accès à vos finances ou à votre bien-être émotionnel. Ces paroles faisaient écho à ce que Raymond aurait pu dire. Pratique, compatissant, mais clairvoyant sur la nature humaine et ses limites. « Quand êtes-vous devenu si sage, Jacques Beaumont ?» demandai-je, à moitié plaisantant. Il rit, un son profond et sincère qui me réchauffa malgré le froid dans l'air. Pas de la sagesse, juste la perspective qui vient d'avoir fait beaucoup de mes propres erreurs et d'avoir vécu assez longtemps pour en tirer des leçons. Alors que nous retournions vers les jardins de l'automne, le soleil couchant peignant la rivière de traînées d'or et de pourpre, je sentis quelque chose se poser en moi, une sorte de paix qui venait non pas d'avoir toutes les réponses, mais de savoir que je n'avais pas à affronter les questions seul. 3 mois passèrent, amenant le printemps à Châtillon-sur-Seine et un nouveau rythme à ma vie au jardin de l'automne. Mon appartement ressemblait vraiment à un foyer maintenant, rempli d'un mélange de possessions précieuses de ma vie avec Raymond et de nouveaux objets qui reflétaient ce dernier chapitre de mon parcours. Les matins avaient une qualité particulière ici, baignés d'une lumière dorée qui entrait par les grandes fenêtres et réchauffait le parquet ancien. Je m'étais créé une routine qui me convenait parfaitement. Réveil à 7 heures, café sur le balcon en regardant le jardin s'éveiller, puis 1 heure de lecture avant de commencer ma journée. C'était simple, mais c'était mien. Et après 2 années à vivre selon les horaires et les exigences des autres, cette simplicité avait le goût de la liberté. La Fondation Famille Moreau était opérationnelle, avec des bureaux au centre-ville de Châtillon et une petite équipe dévouée travaillant à aider les victimes âgées d'exploitation financière. Nous fournissions une assistance juridique, des conseils et, dans certains cas, un hébergement d'urgence pour les seniors qui avaient été victimes de membres de leur famille. La Fondation avait déjà aidé 27 personnes à retrouver leur indépendance et leur sécurité financière, un fait qui me procurait une immense satisfaction. Je me souviens encore de notre premier cas, une femme de 79 ans nommée Paulette, dont le propre neveu avait siphonné ses économies pendant des années, sous prétexte de gérer ses finances. Elle était venue nous voir tremblante et apeurée, convaincue que personne ne la croirait. Avec l'aide de notre équipe juridique, nous avions non seulement récupéré une partie de son argent, mais aussi aidé à poursuivre le neveu en justice. Le jour où Paulette avait reçu le verdict favorable du tribunal, elle m'avait serré si fort dans ses bras que j'avais eu du mal à respirer. « Vous m'avez rendu ma dignité », avait-elle murmuré. Ces mots étaient devenus la mission de notre fondation. Chaque matin, je me réveillais avec un sentiment de but que je n'avais pas ressenti depuis des années. Les appels téléphoniques affluaient de tout le département, parfois même de plus loin. Des personnes âgées qui avaient revu mon histoire aux informations et qui reconnaissaient leur propre situation dans la mienne. Certaines appelaient juste pour parler, pour avoir quelqu'un qui comprendrait sans juger. D'autres avaient besoin d'une aide concrète pour échapper à des situations similaires à celles que j'avais vécues. Notre standard téléphonique, géré par une équipe de 3 bénévoles dévoués, recevait en moyenne 40 appels par jour. Chaque appel représentait une histoire, une vie, une personne qui avait trouvé le courage de briser le silence. Certains jours, ces appels me bouleversaient tellement que je devais prendre quelques minutes pour me ressaisir avant de continuer. Mais je ne regrettais jamais d'avoir décroché le téléphone. Chaque personne que nous aidions renforçait ma conviction que cette fondation était ma vraie vocation. Une femme, Henriette, m'avait particulièrement touché. À 82 ans,
Elle vivait avec sa fille et son gendre qui avait pris le contrôle de son compte bancaire et lui donnait une allocation de 50 € par semaine tirée de sa propre retraite. Quand elle avait osé se plaindre, il l'avait menacée de la placer en maison de retraite médicalisée. Son histoire m'avait rappelé la mienne avec une acuité douloureuse. La même manipulation, la même exploitation, la même transformation d'un parent en source de revenus, plutôt qu'en être humain, méritant respect et amour. Avec l'aide de notre avocat bénévole, nous avions réussi à lui faire récupérer le contrôle de ses finances et à lui trouver un appartement adapté où elle pouvait vivre en toute indépendance. Le jour où Henriette m'avait appelé pour me dire qu'elle avait planté des géraniums sur son nouveau balcon, j'avais pleuré de joie. Ma relation avec Lucas restait compliquée. Après que Maître Duval eut répondu à la lettre de mise en demeure avec un décompte détaillé de ce que j'avais payé par rapport à la valeur de ce que j'avais reçu, plus un avertissement concernant d'éventuelles poursuites pour abus de faiblesse sur personnes vulnérables, Evelyne avait reculé. Lucas avait rappelé, s'excusant pour la lettre et affirmant qu'il n'en avait eu connaissance qu'après son envoi. « Je veux te croire, lui avais-je dit. Mais tes actes et tes paroles doivent s'aligner avant que je puisse te faire confiance à nouveau. » Nous nous étions installés dans une routine prudente, avec Lucas qui amenait Emma et Jules me rendre visite un samedi sur 2. Ces visites n'incluaient que les 3 d'entre eux. Evelyne n'était pas la bienvenue chez moi, une limite que j'avais clairement établie et que Lucas avait, de manière quelque peu surprenante, respectée. Pendant ces visites, je commençais à voir de petits changements chez Lucas. Il était plus attentif à ses enfants, moins distrait par son téléphone, plus présent dans l'instant. Il me posait des questions sur ma vie au jardin de l'automne, avec ce qui semblait être un intérêt sincère, et mentionnait occasionnellement qu'Evelyne et lui travaillaient sur certaines choses avec un thérapeute de couple. Je maintenais un scepticisme poli. Les gens pouvaient changer s'ils le voulaient vraiment, mais le changement né d'une crise avait tendance à s'inverser une fois la crise passée. Seul le temps dirait si l'éveil de Lucas était sincère et durable. Un samedi après-midi particulièrement ensoleillé, Lucas était venu avec les enfants plus tôt que d'habitude. Emma portait une robe à fleurs que je ne lui avais jamais vue, et Jules avait grandi d'au moins 5 cm depuis sa dernière visite. Les enfants grandissaient si vite. C'était l'une des choses que le temps passé chez Lucas et Evelyne m'avait fait apprécier, malgré tout le reste. « Mamie, on peut aller voir les canards ?» demanda Emma en sautillant d'impatience. « Et après, on peut faire des cookies ?» ajouta Jules, toujours pratique dans ses priorités. « Les 2 ?» promis-je en attrapant mon chapeau de soleil. Mais d'abord, les canards. Nous marchâmes tous les 4 jusqu'à l'étang, les enfants courant devant puis revenant en arrière comme de jeunes chiots débordant d'énergie. Lucas marchait à côté de moi, les mains dans les poches, le visage pensif. « T'as l'air préoccupé ?» observai-je. Il hésita avant de répondre. « Evelyne et moi avons vendu la maison la semaine dernière. Nous emménageons dans un appartement plus modeste, près de l'école des enfants. » Je gardai mon expression neutre, attendant la suite. « C'était son idée, en fait, » continua Lucas, l'air toujours surpris par ce fait. « Après que la lettre de mise en demeure ait échoué et que ta fondation ait commencé à recevoir toute cette attention positive dans la presse, elle a commencé à voir les choses différemment. »« C'est un progrès, » dis-je prudemment. « Comment prends-tu ce changement ?» Lucas soupira. « C'est difficile. La maison représentait tout ce qu'Evelyne pensait vouloir. Le prestige, le statut, l'apparence de réussite. Mais maintenant, elle dit qu'elle préfère avoir une famille intacte plutôt qu'une adresse prestigieuse. Je regardais mes petits-enfants qui jetaient des morceaux de pain au canard, leur rire résonnant à travers le parc. « Et toi, qu'est-ce que tu préfères ?» Il fut silencieux pendant un long moment. « Je préfère être le genre d'homme dont mon père aurait été fier, et dernièrement, je réalise à quel point j'en étais loin. » C'était la première fois que Lucas mentionnait Raymond de cette façon, non pas comme une excuse ou une justification, mais comme une norme à laquelle il aspirait. Je sentis quelque chose se desserrer dans ma poitrine, un nœud de ressentiment que je portais depuis des mois. « Ton père, » dis-je doucement, croyait aux secondes chances. Il croyait aussi que les actions comptent plus que les mots. Lucas hocha la tête, comprenant le message implicite. « Je sais, et je te promets que mes actions vont commencer à refléter mes paroles. » Nous restâmes là un moment, regardant Emma et Jules s'amuser avec les canards, et pour la première fois depuis longtemps, le silence entre nous n'était pas inconfortable. Pendant ce temps, mon amitié avec Jacques Beaumont s'était approfondie en quelque chose de précieux et d'inattendu. Nous partagions des repas,
assistions à des concerts au centre communautaire et passions des heures à discuter de livres, de politique et des particularités de nos co-résidents. Jacques était gentil, intelligent et possédait un humour pince sans rire qui me faisait souvent rire aux larmes. Il était devenu, en l'espace de quelques mois, mon ami le plus proche et mon confident. Nos matinées commencèrent souvent de la même façon, un café partagé sur l'un de nos balcons, regardant le soleil se lever au-dessus des jardins. Jacques m'apportait des herbes fraîches de ses pots, et je lui préparais des pâtisseries que j'avais commencé à faire pour le plaisir plutôt que par obligation. C'était une routine simple, mais elle m'apportait une joie que je n'aurais pas cru possible il y a encore un an. « Tu sais, » dit Jacques un matin, savourant un croissant que j'avais fait la veille, « ma femme Éléonore adorait cuisiner. Après sa mort, je pensais que la cuisine serait toujours associée à la tristesse pour moi. Mais tes pâtisseries, elles ont une façon de transformer les souvenirs difficiles en quelque chose de plus doux. » Je sentis mes yeux se remplir de larmes à ces paroles. Raymond aussi aimait mes pâtisseries. Il disait toujours que c'était mon langage d'amour. Il avait raison, dit Jacques simplement. Et dans ces deux mots, je sentis une compréhension profonde, celle de deux personnes qui avaient perdu leur partenaire de vie, mais qui apprenaient, lentement, à trouver de la joie à nouveau. « Vous êtes bien ensemble », observa Marguerite Dupont un jour, alors que nous jouions au bridge dans la salle commune. « Je n'ai pas vu Jacques sourire autant depuis que son Éléonore est partie, et vous avez plus de couleurs aux joues que quand vous êtes arrivé. » Je sentis mon visage rougir à ces paroles. « Nous sommes amis, Marguerite. C'est tout. » Elle haussa un sourcil sceptique. « Si vous le dites, ma chère, mais l'amitié à notre âge n'est pas quelque chose à rejeter. Ce sont les relations qui nous gardent jeunes, pas les chiffres sur nos actes de naissance. » Je réfléchis à ces paroles ce soir-là, assise seule sur mon balcon après que Jacques fut rentré chez lui. Était-ce de l'amitié que je ressentais pour lui ou quelque chose de plus? Et si c'était quelque chose de plus, était-ce une trahison envers Raymond? Comme s'il avait lu dans mes pensées, mon regard tomba sur la photo de Raymond que j'avais placée sur la table de chevet. Dans cette image, il souriait, ce sourire chaleureux et rassurant qu'il avait toujours eu pour moi. Et je me souvins de quelque chose qu'il m'avait dit pendant ces derniers mois, quand nous savions tous les deux que le cancer allait gagner. « Simone, » avait-il dit, me tenant la main dans la pénombre de sa chambre d'hôpital, « je veux que tu vives pleinement après mon départ. Pas juste survivre, mais vivre. Trouver de la joie, de l'amour, du rire. Me promettre que tu ne te fermeras pas au bonheur par loyauté envers moi. » J'avais promis, les larmes coulant sur mes joues. Et maintenant, plus de 2 ans plus tard, je commençais à comprendre ce qu'il voulait dire. Aimer à nouveau ne signifiait pas aimer moins. Cela signifiait simplement que le cœur humain avait une capacité infinie, capable de contenir à la fois le chagrin et la joie, les souvenirs et les nouveaux commencements. Le printemps céda la place à l'été, apportant des journées plus longues et des soirées douces parfaites pour les promenades au bord de la rivière. La Fondation Famille Moreau avait maintenant aidé plus de 50 personnes et notre travail commençait à attirer l'attention au niveau national. Un journaliste de Paris était venu m'interviewer pour un article de fond sur l'exploitation financière des personnes âgées, et plusieurs associations m'avaient invité à prendre la parole lors de conférences. « Tu deviens célèbre », plaisanta Jacques un soir alors que nous regardions un reportage sur la Fondation au journal télévisé régional. « Pas célèbre », corrigeai-je. « Juste outre. Il y a une différence. » Il sourit, ce sourire qui faisait briller ses yeux. « Tu es modeste aussi. C'est l'une des choses que j'admire chez toi. » Je sentis la chaleur monter à mes joues. Ces derniers 7 ans, Jacques avait une façon de me faire sentir comme une adolescente à nouveau, nerveuse et ravie et pleine d'une anticipation que je pensais appartenir au passé. « Jacques, » dis-je impulsivement, « mon anniversaire est le mois prochain. J'organise une petite fête ici au jardin de l'automne. J'aimerais beaucoup que tu sois là. » Son sourire s'élargit. Rien ne pourrait m'en empêcher. Lucas appela quelques jours plus tard avec une demande inattendue. Nous parlions de l'anniversaire et il avait dit qu'il viendrait avec les enfants, comme prévu. Puis il avait hésité. « Maman, est-ce que ce serait acceptable si Evelyne venait aussi? Elle aimerait s'excuser en personne. » Je considérais cette demande attentivement. Une partie de moi voulait maintenir la limite que j'avais établie, garder Evelyne à distance où elle ne pourrait plus me blesser. Mais une autre partie, celle qui se souvenait de la joie d'avoir toute ma famille réunie, se demandait si une réconciliation soigneusement gérée était possible. « Elle peut venir, » dis-je finalement. « Mais il faut que tu comprennes quelque chose, Lucas. Je suis prête à travailler vers le pardon,
mais je ne permettrai plus jamais à quiconque de me traiter comme vous l'avez fait, Evelyne et toi. Mes limites sont fermes et non négociables. Je comprends, maman. Et pour ce que ça vaut, je pense qu'Evelyne le comprend aussi maintenant. Nous avons beaucoup perdu ces derniers mois, pas seulement financièrement, mais en termes de respect de la part d'amis et de familles qui ont vu la couverture médiatique. Ça, c'était humiliant, c'est le moins qu'on puisse dire. L'humiliation. Ce n'était pas la motivation la plus noble pour le changement, mais c'était un début. Parfois, les gens devaient toucher le fond avant de pouvoir commencer à remonter. Ma fête d'anniversaire fut modeste, mais animée. Jacques et plusieurs de mes amis des Jardins de l'Automne, Marguerite, François, Denise, Michel et son nouveau mari, Emma et Jules, et finalement Lucas et Evelyne. Evelyne arriva avec un bouquet de lys, mes préférés, et une nervosité inhabituelle dans son attitude. Elle portait une robe simple, sans les bijoux ostentatoires qu'elle affichait autrefois, et ses cheveux étaient coiffés de façon plus naturelle qu'avant. « Merci de m'inclure aujourd'hui, dit-elle doucement en me tendant les fleurs. Je sais que je ne le mérite pas. »« Voyons comment la journée se passe, » répondis-je, ni acceptant ni rejetant son ouverture. La nourriture est sur la terrasse, et Jacques prépare de la citronnade pour ceux qui en veulent. L'après-midi se déroula avec une facilité surprenante. Emma et Jules étaient excités de me montrer les cartes qu'ils avaient fabriquées, et Jacques faisait rire tout le monde avec des histoires de ses années d'enseignement. Même Evelyne semblait différente, plus calme, plus observatrice, moins focalisée sur dominer la conversation avec des récits de ses succès professionnels ou de ses relations mondaines. Je l'observais tout au long de l'après-midi, cherchant des signes de la femme manipulatrice que j'avais connue. Mais ce que je voyais ressemblait davantage à quelqu'un qui avait été dépouillé de ses prétentions et qui essayait de trouver qui elle était vraiment en dessous. À un moment, je la surpris en train de regarder Lucas jouer avec les enfants dans le jardin. Une expression sur son visage que je n'avais jamais vue avant. Quelque chose qui ressemblait à de la gratitude mêlée de regret. « Elle a changé, » dit Jacques à voix basse, apparaissant à côté de moi avec 2 verres de citronnade. « Ou du moins, elle essaie. »« Nian, le temps le dira, » répondis-je. « Les gens peuvent maintenir une façade pendant un certain temps. C'est la cohérence sur le long terme qui compte. »« Homme sage-femme, » dit-il avec un sourire, « Raymond avait de la chance de t'avoir. »« Je crois que c'était réciproque, » dis-je, sentant une vague de tendresse pour cet homme qui comprenait si bien le deuil et la guérison. Alors que nous coupions le gâteau, une magnifique création au citron de la pâtisserie locale, Lucas tapota son verre pour attirer l'attention. « J'aimerais porter un toast, » dit-il, sa voix stable mais émue. « À ma mère, Simone Moreau, pour ses 68 ans. Elle m'a montré ce à quoi ressemble la force, la dignité et l'intégrité. Et cette dernière année, elle m'a enseigné la leçon plus difficile de ce qui se passe quand on ne parvient pas à honorer ses qualités chez les personnes qu'on aime. » Il se tourna pour me faire face directement, ses yeux brillants de larmes retenues. « Maman, je ne pourrai jamais défaire le mal que je t'ai causé, mais je te promets de passer le reste de ma vie à essayer d'être le fils que tu mérites, l'homme que papa m'a élevé pour être. » La sincérité dans sa voix toucha quelque chose de profond en moi. Pas assez pour effacer le passé, mais assez pour ouvrir une petite porte vers la possibilité d'un avenir différent. « À Simone, » dit Jacques en levant son verre, qui nous rappelle à tous qu'il n'est jamais trop tard pour revendiquer sa valeur et écrire un nouveau chapitre de son histoire. Alors que tout le monde répétait le toast, je regardais autour de moi le cercle de visages, certains de nouveaux amis, certains de vieilles familles, tous faisant partie de cette vie inattendue que je construisais à partir des cendres de la trahison et de la perte. Ce n'était pas la vie que j'avais planifiée. Ce n'était pas la fin que j'avais envisagée quand Raymond et moi avions acheté notre petite maison blanche au volet bleu toutes ces années auparavant. Mais c'était la mienne, choisie librement, vécue intentionnellement, remplie de personnes qui me voyaient telle que j'étais vraiment. Pas juste une femme âgée à gérer ou à exploiter, mais une personne entière avec de la valeur, de l'autonomie et des rêves encore non réalisés. Après que les invités furent repartis et que j'eus fini de ranger, Jacques m'aida à porter les dernières assiettes à la cuisine. Nous travaillions en silence confortable, cette intimité facile qui s'était développée entre nous au fil des mois. « C'était une belle fête, » dit-il en essuyant un plat. « Tu as des gens qui t'aiment vraiment. »« Ah, j'ai eu de la chance de les trouver, » répondis-je. « Ou peut-être qu'ils m'ont trouvé. » Il posa le torchon et se tourna vers moi, son expression soudain sérieuse. « Simone, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis un moment. » Mon cœur se mit à battre plus vite. « Oui ?» Ces derniers moments-là avec toi ont été inattendus.
Je ne pensais pas que je pourrais ressentir à nouveau de la joie après Éléonore. Je m'étais résigné à passer le reste de mes jours dans une sorte de demi-vie, présent, mais pas vraiment vivant. Et puis tu es arrivé. Je sentis les larmes me monter aux yeux. « Jacques, laisse-moi finir, » dit-il doucement. « Je ne te demande rien. Je ne veux pas te mettre la pression ou compliquer une amitié qui compte énormément pour moi. Je voulais juste que tu saches que tu as ravivé quelque chose en moi que je croyais mort, et pour ça je te serai toujours reconnaissant. » Je pris sa main, sentant la chaleur de sa peau contre la mienne. Raymond m'a fait promettre de ne pas me fermer au bonheur après son départ. Pendant longtemps, je pensais que c'était une promesse impossible à tenir. Mais tu m'as aidé à voir qu'il avait raison, que le cœur peut contenir à la fois le chagrin et la joie, les souvenirs et les nouveaux commencements. Jacques sourit, ce sourire qui illuminait son visage tout entier. « Alors nous sommes tous les deux en train de réapprendre à vivre. »« Ensemble », ajoutai-je, et le mot sembla porter bien plus de poids qu'une simple syllabe. Il porta ma main à ses lèvres et y déposa un baiser léger, un geste d'un autre temps qui me fit sourire. « Ensemble », répéta-t-il, les mois qui suivirent apportèrent d'autres changements, certains attendus, d'autres surprenants. Lucas et Evelyne s'installèrent dans leur nouvel appartement, plus modeste mais plus adapté à leurs moyens réels. Evelyne avait trouvé un emploi à mi-temps dans une agence immobilière, contribuant enfin aux revenus du ménage, au lieu de le drainer avec une entreprise de vanité qui n'avait jamais fait de profit. La thérapie de couple semblait porter ses fruits. Lors de leur visite, je voyais moins de tension entre eux, plus de communication authentique. Evelyne ne serait jamais ma personne préférée, mais je pouvais reconnaître qu'elle faisait des efforts sincères pour changer. Et pour le bien de mes petits-enfants, j'étais prête à lui accorder le bénéfice du doute. Emma et Jules continuaient à s'épanouir. Emma avait découvert une passion pour le dessin et me montrait fièrement ses créations à chaque visite. Jules, plus réservé, préférait les puzzles et les jeux de stratégie. Il m'avait appris à jouer aux échecs, et je dois admettre qu'il me battait plus souvent qu'à son tour. « Tu triches » plaisantai-je après une défaite particulièrement humiliante. « Non, mamie » répondit-il avec un sourire malicieux. « Je suis juste meilleur que toi. » Cette honnêteté enfantine me faisait rire chaque fois. La Fondation Famille Moreau continuait de grandir. Nous avions maintenant des bénévoles dans 3 départements, et notre ligne d'assistance téléphonique recevait des dizaines d'appels chaque semaine. Le gouvernement nous avait même contactés pour contribuer à l'élaboration d'une nouvelle législation visant à mieux protéger les personnes âgées contre l'exploitation financière. Un jour, une journaliste de Paris m'appela pour me demander une interview pour un documentaire sur les abus financiers envers les seniors. Je refusai d'abord, je n'avais jamais voulu de cette célébrité, mais elle insista. « Votre histoire inspire les gens, Madame Moreau. Elle leur donne le courage de parler, de demander de l'aide. Vous avez une plateforme que vous pouvez utiliser pour le bien. » Je réfléchis à ces paroles cette nuit-là, incapable de dormir. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que mon histoire n'était plus seulement la mienne, mais appartenait à tous ceux qui avaient vécu quelque chose de similaire. Peut-être que la partager plus largement pourrait aider encore plus de personnes. J'appelai la journaliste le lendemain et acceptai l'interview. Le documentaire, Les Oubliés, l'exploitation silencieuse de nos aînés, fut diffusé 6 mois plus tard sur une chaîne nationale. Il présentait non seulement mon histoire, mais aussi celle de dizaines d'autres personnes âgées qui avaient été exploitées par leur propre famille. L'impact fut immédiat et puissant. Le standard de la Fondation explosa. Des dons affluèrent de tout le pays. Et surtout, des centaines de personnes qui souffraient en silence trouvèrent le courage de demander de l'aide. Un an jour pour jour, après avoir gagné à la loterie, je me tenais sur le perron d'une maison familière, les clés à la main, le cœur plein de souvenirs. Après des mois de négociations, j'avais finalement racheté notre ancienne maison familiale au propriétaire qui l'avait peinte en jaune. La première chose que je fis fut de la restaurer à son blanc d'origine avec les volets bleus. Un hommage à Raymond et à la vie que nous avions construite ensemble. Mais il ne s'agissait pas de revenir en arrière. Je ne déménageais pas dans cette maison. Je la donnais à la Fondation Famille Moreau pour servir d'hébergement d'urgence aux personnes âgées ayant besoin d'un endroit sûr où séjourner pendant qu'elles reconstruisaient leur vie après une exploitation financière. La maison qui avait été témoin de tant d'amour et plus tard de tant de trahison allait maintenant devenir un sanctuaire pour d'autres qui marchaient sur un chemin similaire. Elle a exactement l'air que dans mes souvenirs, dit Lucas, debout à côté de moi sur le perron. Notre relation s'était lentement réparée au cours de l'année écoulée, bien qu'elle ne serait jamais la même qu'avant.
La confiance, une fois brisée, ne retrouve jamais tout à fait sa forme originale. Mais nous avions trouvé une nouvelle façon d'être une famille. Plus honnête, plus respectueuse, avec des limites plus claires et moins de suppositions. Ton père serait content, dis-je en passant ma main le long de la balustrade du perron qu'il avait installé lui-même un été, il y a longtemps. Il a toujours cru aux secondes chances. Et toi ? Demanda Lucas doucement. Tu crois qu'aux secondes chances ? Je considérais la question attentivement, regardant la maison qui avait été le témoin de tant de chapitres de ma vie. La naissance de Lucas, les anniversaires de mariage, les Noëls en famille, la maladie de Raymond. Et maintenant, cette renaissance inattendue. Je crois que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment, dis-je enfin. Je crois que les relations peuvent guérir si les deux parties sont prêtes à faire le travail, et je crois que parfois, le plus grand cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est l'opportunité de devenir meilleur qu'il n'était. Lucas hocha la tête, comprenant le pardon nuancé que je lui offrais. Pas une ardoise vierge, mais une opportunité prudente de reconstruire sur des fondations plus solides. « Mamie !» appela Emma en remontant l'allée en courant, Jules sur ses talons. « C'est vraiment là que papa a grandi ?»« Oui », confirmai-je en me penchant à son niveau malgré mes genoux grinçants. « C'est ici qu'il a appris à faire du vélo et qu'il a perdu sa première dent de lait. C'est ici que nous avions les matins de Noël et les fêtes d'anniversaire et les dîners ordinaires du mardi. On peut voir l'intérieur ?» demanda Jules avec empressement. « Bien sûr. » Ça va être une maison spéciale maintenant. Un endroit où d'autres mamies et papis peuvent séjourner quand ils ont besoin d'aide. Vous voulez voir ce qu'on en a fait ? Les enfants acquiescèrent avec enthousiasme, et je les guidai à travers les pièces de mon ancienne maison, maintenant meublée simplement, mais confortablement pour son nouveau but. Chaque pièce portait encore des échos du passé. Là où le sapin de Noël se dressait chaque décembre, là où Raymond s'asseyait pour lire son journal le dimanche matin, là où Lucas avait pris ses premiers pas hésitants. Mais ces souvenirs n'étaient pas plus douloureux. Ils faisaient partie d'une histoire plus grande, une histoire qui continuait à s'écrire. « Oh, c'est joli », dit Emma en regardant autour d'elle la chambre principale, maintenant équipée de 2 lits simples pour les résidents temporaires. « Les gens vont être contents ici. Oh, j'espère bien, dis-je en la serrant contre moi. C'est tout le but. » Evelyne n'avait pas changé aussi dramatiquement que Lucas aurait pu l'espérer. Elle était toujours consciente de son image, toujours focalisée sur les apparences et le statut. Mais la crise financière et l'humiliation publique l'avaient forcée à confronter quelques vérités difficiles sur elle-même. Elle travaillait à temps partiel maintenant, contribuant aux revenus du ménage au lieu de le drainer avec une entreprise de vanité qui n'avait jamais fait de profit. Et bien qu'elle et moi ne serions jamais proches, nous avions atteint un état d'interaction civile pour le bien de la famille. Ce jour-là, elle était restée en retrait pendant la visite de la maison, observant plutôt que dirigeant pour une fois. Quand nous sortîmes sur le perron arrière, elle s'approcha de moi. « C'est une belle chose que vous faites, » dit-elle, et pour une fois, sa voix ne portait pas cette nuance calculatrice que j'avais appris à reconnaître. Transformer quelque chose de douloureux en quelque chose d'utile. « Merci, » répondis-je, acceptant le compliment sans pour autant baisser ma garde complètement. C'est ce que Raymond aurait voulu. Elle hocha la tête, puis hésita. « Madame Moreau, Simone, je sais que des excuses ne peuvent pas effacer ce que Lucas et moi avons fait. Mais je veux que vous sachiez que je comprends maintenant. Je comprends pourquoi vous nous en vouliez, et je comprends pourquoi vous aviez raison de partir. » C'était la première fois qu'Evelyne admettait aussi directement sa part de responsabilité. Je l'étudiais, cherchant des signes de manipulation, mais ne trouvant que ce qui ressemblait à une sincérité maladroite. « Le pardon prend du temps, » dis-je finalement. Mais la reconnaissance est un bon premier pas. Elle sembla soulagée, comme si elle avait porté un poids qu'elle pouvait enfin déposer. Je ne m'attends pas à ce que nous devenions proches, mais j'espère qu'avec le temps, nous pourrons au moins avoir une relation cordiale. Pour les enfants, si rien d'autre. Pour les enfants, acquiesçai-je. Et peut-être, éventuellement, pour nous-mêmes aussi. De retour au jardin de l'automne ce soir-là, Jacques et moi nous assîmes sur mon balcon, regardant le coucher de soleil et partageant une bouteille de vin. Notre amitié s'était approfondie en quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu de trouver à ce stade de la vie. Un partenariat bâti sur le respect mutuel, les intérêts partagés et la sagesse qui vient d'avoir vécu assez longtemps pour savoir ce qui compte vraiment. « La maison était belle, » dit Jacques en faisant tourner son vin dans son verre. « Tu as fait quelque chose de vraiment spécial aujourd'hui. »« C'est drôle, »
répondis-je pensivement. Pendant si longtemps, cette maison représentait tout ce que j'avais perdu. Raymond, ma vie telle que je la connaissais, la relation que je pensais avoir avec mon fils. Et maintenant, elle représente ce que j'ai gagné. Une chance de transformer la douleur en quelque chose de positif. Jacques prit ma main, un geste qui était devenu naturel entre nous ces derniers mois. Raymond serait incroyablement fier de toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Je l'espère, dis-je, sentant les larmes me piquer les yeux. Certains jours, j'ai l'impression de l'entendre me guider encore, comme s'il n'était jamais vraiment parti. Peut-être qu'il ne l'est pas, dit Jacques doucement. Les gens que nous aimons ne nous quittent jamais vraiment. Ils vivent dans les choix que nous faisons, dans la façon dont nous traitons les autres, dans les valeurs que nous défendons. Raymond vit dans cette maison que tu viens de donner. Il vit dans la fondation que tu as créée. Il vit en toi. Je me penchai et l'embrassai sur la joue. Ce geste simple qui disait tant de choses que les mots ne pouvaient exprimer. Merci, Jacques. Pour tout, pour être là, pour comprendre, pour me rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour trouver la joie. C'est réciproque, dit-il avec ce sourire qui faisait briller ses yeux. Tu m'as sauvé aussi, tu sais, de la solitude, de la résignation, de cette demi-vie que je m'étais résolu à vivre. Au nouveau commencement, dis-je en levant mon verre, et à la femme remarquable qui a appris à toute une communauté que l'âge n'est pas un obstacle au courage, ajouta-t-il. Nous trinquâmes sous le ciel qui se teintait de rose et d'or, deux personnes qui avaient retrouvé l'une en l'autre quelque chose qu'elles ne cherchaient même pas, un compagnon pour ce dernier chapitre de la vie, quelqu'un avec qui partager les couchers de soleil et les matins de café, les joies et les peines, les souvenirs et les espoirs. Le lendemain matin, je marchai jusqu'à l'épicerie Martin, comme je le faisais chaque vendredi depuis 33 ans maintenant. Kevin Leblanc m'accueillit avec son sourire habituel. Comme d'habitude, Madame Moreau, ou devrais-je dire Madame la philanthrope de l'année? Je ris à sa référence au prix que le journal local m'avait décerné pour le travail de la Fondation Famille Moreau. Juste Simone, Kevin. Et oui, comme d'habitude. Mais mes numéros avaient changé. Alors qu'il imprimait mon billet avec ma nouvelle combinaison, je pensais à ce que chacun représentait maintenant. Tu sais, dis-je en regardant le billet, je joue des numéros différents maintenant. Ah oui, Kevin sembla intrigué. Qu'est-ce qu'il représente? Une 67 pour l'âge que j'avais quand j'ai enfin trouvé ma voie. 2 pour mes 2 merveilleux petits-enfants, qui me rappellent pourquoi la famille compte malgré tout. 12 pour le numéro de l'appartement où j'ai commencé ma nouvelle vie. 75 pour l'âge de Maître Duval, un sage avocat qui m'a aidé à revendiquer mon pouvoir. 70 pour l'âge d'un gentil professeur de français qui est devenu une bénédiction inattendue. Et l'étoile? Demanda Kevin. 1, dis-je simplement, pour la seule vie que nous avons et toutes les chances qu'elle nous donne de recommencer. Kevin hocha la tête pensivement. C'est beau, Madame Moreau, vraiment beau. Croisez les doigts pour moi, Kevin, dis-je en glissant le billet dans mon sac. Je le fais toujours, Madame Moreau, mais je dirais que votre chance a déjà tourné pour le mieux, loterie ou pas. En retournant au jardin de l'automne sous le soleil d'été, je devais lui donner raison. Les 53 millions d'euros m'avaient donné les ressources pour échapper à une situation toxique, mais la vraie aubaine avait été de trouver ma voie, mes limites et ma valeur. C'étaient des prix que personne ne pourrait jamais me reprendre. Je m'arrêtai un moment au bord de la rivière, regardant l'eau couler paisiblement sous le pont. Un an plus tôt, je me tenais sur ce même pont, le cœur brisé, me demandant comment j'avais pu laisser ma vie dérailler à ce point. Et maintenant, je regardais la même vue avec des yeux complètement différents. La rivière continuait de couler, comme elle l'avait toujours fait, comme elle le ferait toujours. Les saisons changeaient, les gens venaient et partaient, les cœurs se brisaient et guérissaient. C'était le rythme de la vie, et j'avais enfin appris à danser avec lui au lieu de lutter contre. Mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un message de Jacques. « Petit déjeuner sur ton balcon ou le mien? J'ai fait des madeleines. » Je souris en tapant ma réponse. « Le tien, j'apporte le café. » C'était une matinée ordinaire, remplie de petits plaisirs ordinaires, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. En continuant ma marche vers les jardins de l'automne, je pensais à tout ce qui s'était passé depuis ce jour enneigé, où j'avais acheté un billet de loterie avec les mêmes numéros que je jouais depuis 32 ans. Un nouveau foyer, de nouveaux amis. Une relation réparée avec mon fils, un but plus grand que moi-même,
et même une touche de romance avec un professeur aux cheveux argentés qui me faisait rire. Raymond avait toujours dit que la justice différée n'était pas la justice refusée. C'était la justice avec un meilleur timing. Il s'est avéré qu'il avait raison sur ce point aussi. En entrant dans le hall des jardins de l'automne, je fus accueilli par Marguerite qui attendait l'ascenseur. « Belle journée dehors » demanda-t-elle. « Magnifique » répondis-je. « Absolument magnifique. » Elle me regarda avec un sourire entendu. « Vous avez l'air différente ces jours-ci, Simone. Plus légère, plus heureuse. »« Je le suis, » admis-je. Pour la première fois depuis très longtemps, je le suis vraiment. « Ça se voit, » dit-elle en montant dans l'ascenseur avec moi. « Mais ce Jacques Beaumont y est peut-être pour quelque chose, non ?» Je sentis mes joues rougir, mais je ne niais pas. « Il y est peut-être pour beaucoup, oui, fait. » Marguerite rit. « L'amour à notre âge, qui l'aurait cru ?»« Pas moi, avouai-je. »« Certainement pas il y a un an. » L'ascenseur s'arrêta à mon étage, et je sortis avec un petit signe de la main à Marguerite. En marchant vers mon appartement, je pouvais déjà sentir l'odeur des madeleines de Jacques flottant dans le couloir. Je m'arrêtai devant ma porte, sortant mes clés, et pris un moment pour apprécier où j'étais. Pas juste géographiquement, mais dans ma vie. J'avais 68 ans. J'avais survécu à la perte de mon mari, à la trahison de mon fils, à 2 ans d'exploitation et d'humiliation. J'avais trouvé la force de me tenir debout, de réclamer ce qui m'appartenait, de créer quelque chose de beau à partir de quelque chose de douloureux. J'avais trouvé de nouveaux amis, une nouvelle famille choisie, et peut-être même un nouvel amour. Ce n'était pas la vie que j'avais planifiée. C'était mieux. C'était une vie que j'avais choisie, construite pierre par pierre, avec intention et courage, et beaucoup de secondes chances. J'ouvris ma porte et traversai mon appartement pour rejoindre le balcon de Jacques. Il m'attendait, 2 tasses posées sur la petite table en fer forgé, les madeleines dorées sur une assiette, le soleil du matin illuminant son visage souriant. « Tu as l'air pensif ce matin » observa-t-il en me versant du café. « Je réfléchissais, » dis-je en m'asseyant à côté de lui, à tout le chemin parcouru depuis un an. Et quelle conclusion en as-tu tiré ? Je pris une madeleine, savourant le parfum familier du beurre et de la vanille. Que Raymond avait raison. Que la justice a parfois besoin de temps pour arriver, mais qu'elle arrive. Que l'âge n'est pas une barrière pour le courage. Et que... Je m'arrêtais, cherchant les mots justes. Et que... encouragea Jacques. Et que le cœur humain a une capacité infinie d'aimer, terminai-je en le regardant. Même quand on pense qu'il n'a plus rien à donner. Jacques prit ma main, entrecroisant ses doigts avec les miens. « Je suis content que ton cœur ait encore des choses à donner, Simone Moreau. » Parce que le mien aussi, et je pense qu'ils vont très bien ensemble. Nous restâmes là, main dans la main, regardant le soleil monter au-dessus des arbres. 2 vieux cœurs battant à l'unisson, 2 nouvelles vies qui commençaient à peine. Les semaines suivantes apportèrent leur lot de petits bonheurs quotidiens et de grands moments de grâce. La Fondation Famille Moreau continua de croître, atteignant maintenant des gens dans tout le pays. Nous avions ouvert une 2e antenne à Lyon et une 3e était en projet à Marseille. Chaque jour, je recevais des lettres de remerciements de personnes que nous avions aidées, des histoires de dignité retrouvée, d'indépendance reconquise, de familles reconstruites sur des bases plus saines. Une lettre en particulier me toucha profondément. Elle venait d'une femme de 85 ans nommée Geneviève, qui avait vécu une situation presque identique à la mienne. Son fils et sa belle-fille l'avaient accueillie après la mort de son mari, puis l'avaient progressivement dépouillée de ses économies, tout en la traitant comme une servante. Grâce à notre fondation, elle avait trouvé le courage de partir, de récupérer ce qui lui restait et de recommencer sa vie dans un petit appartement près de la mer. « Vous m'avez montré qu'il n'était jamais trop tard », écrivait-elle. À 85 ans, je regarde le lever du soleil sur la Méditerranée depuis mon balcon et je pleure de joie. Merci de m'avoir donné cette seconde chance. Je gardais cette lettre dans mon tiroir de chevet, la relisant les jours où je doutais de l'impact de notre travail. Geneviève était la raison pour laquelle tout cela avait un sens. Chaque Geneviève que nous aidions justifiait chaque heure passée, chaque euro dépensé, chaque bataille menée. L'automne arriva, peignant les arbres autour des jardins de l'automne de nuances d'or et de rouille. Jacques et moi avions développé nos rituels, nos cafés matinaux, nos promenades vespérales le long de la rivière, nos soirées à jouer aux échecs ou à regarder des films dans mon salon. Nous avions aussi commencé à parler de l'avenir, prudemment d'abord, puis avec plus d'assurance.
J'ai réfléchi, dit Jacques un soir d'octobre, alors que nous étions assis côte à côte sur le canapé, la télévision en sourdine en arrière-plan. « Et à quoi ?» demandai-je, remarquant la nervosité inhabituelle dans sa voix. « À nous. À ce que nous sommes l'un pour l'autre. » Je sentis mon cœur s'accélérer. « Et qu'est-ce que nous sommes, selon toi ?» Il se tourna vers moi, ses yeux gris-bleu intensément sérieux. Quelque chose de rare et de précieux. Quelque chose que je ne veux pas perdre. « Je ne vais nulle part, Jacques. Je sais. Mais je me demandais... » Il s'arrêta, cherchant ses mots. Nous avons tous les deux vécu des mariages longs et heureux. Nous savons ce que c'est que de construire une vie avec quelqu'un. Et je me demandais si peut-être, si tu serais ouverte à l'idée de construire quelque chose avec moi. Je compris ce qu'il suggérait sans qu'il ait besoin de prononcer les mots. « Tu me demandes de t'épouser, Jacques Beaumont ?» Il eut un petit rire nerveux. « Je suppose que oui, d'une manière très maladroite et très peu romantique. »« J'ai eu le romantique, » dis-je en prenant sa main. Raymond était le roi du romantisme. Ce que je veux maintenant, c'est le réel, l'authentique. Quelqu'un qui me connaît avec toutes mes imperfections et qui m'aime quand même. « Je t'aime avec toutes tes imperfections, » dit-il simplement. « Et je t'aime avec les tiennes, » répondis-je. « Alors c'est oui. » Je hochai la tête, sentant les larmes couler sur mes joues. « C'est oui. » Nous nous embrassâmes alors, un vrai baiser. Le premier depuis que nous nous connaissions. C'était différent des baisers de ma jeunesse. Moins urgent mais tout aussi tendre. Moins passionné mais tout aussi profond. C'était le baiser de deux personnes qui savaient ce qu'elles avaient retrouvé et qui n'avaient pas l'intention de le laisser partir. L'annonce de nos fiançailles fit sensation au jardin de l'automne. Marguerite prétendait l'avoir prédit depuis le début. François et Denise organisèrent une petite fête de félicitations dans la salle commune. Et même le personnel de la résidence semblait ravi pour nous. « L'amour n'a pas d'âge, » dit Sarah Philippon, la directrice, en me serrant dans ses bras. « Vous nous rappelez à tous que la vie continue de nous surprendre, peu importe combien d'années nous avons derrière nous. » Lucas réagit avec un mélange de surprise et de joie sincère. « Je suis content pour toi, maman, » dit-il quand je lui annonçai la nouvelle. « Tu mérites d'être heureuse, Heith. »« Papa aurait voulu que tu sois heureuse. » Evelyne, à ma grande surprise, fut également chaleureuse dans ses félicitations. « Monsieur Beaumont a l'air d'être un homme bien, » dit-elle lors de leur visite suivante. « Je vous souhaite tout le bonheur du monde. » Je la regardais, cherchant l'ironie ou le calcul derrière ses paroles, mais ne trouvant que ce qui semblait être de la sincérité. Peut-être que les gens pouvaient vraiment changer. Peut-être qu'Evelyne était en train de devenir quelqu'un de meilleur, ou peut-être qu'elle avait simplement appris à mieux cacher ses véritables sentiments. Dans tous les cas, j'étais prête à lui accorder le bénéfice du doute. Emma et Jules furent ravis d'apprendre qu'ils auraient un « papy Jacques » en plus de leur mamie. Ils l'avaient déjà adopté lors de mes fêtes d'anniversaire et des visites précédentes, mais maintenant c'était officiel. Jules défia immédiatement Jacques à une partie d'échecs, et Emma voulut savoir si papy Jacques pourrait lui apprendre à faire pousser des herbes aromatiques, comme sur son balcon. « Bien sûr, » dit Jacques en souriant, « on va te faire ton propre petit jardin. » Regarder mes petits-enfants accepter si facilement cet homme dans leur vie me réchauffa le cœur. Les enfants ont un instinct pour les bonnes personnes, et le leur avait clairement approuvé Jacques. Notre mariage eut lieu au printemps suivant. Une cérémonie simple à la mairie de Châtillon-sur-Seine suivie d'un déjeuner dans un restaurant au bord de la rivière. Nous avions invité seulement les proches, nos amis des jardins de l'automne, Lucas et sa famille, Michel et son mari, quelques anciens collègues. C'était exactement ce que nous voulions tous les deux. Intime, chaleureux, sans prétention. Je portais une robe crème que j'avais trouvée dans une boutique vintage, et Jacques un costume bleu marine qui faisait ressortir ses yeux. Nous échangeâmes des alliances simples en or gravées avec la date et nos initiales, et quand le maire nous déclara mari et femme, je sentis une joie paisible m'envahir, différente de l'excitation nerveuse de mon premier mariage, mais tout aussi réelle, tout aussi précieuse. « À Simone et Jacques », dit Marguerite en portant un toast lors du déjeuner. Puissent-ils avoir de nombreuses années de bonheur devant eux? Et puissent-ils nous rappeler à tous que l'amour trouve toujours un chemin? Nous ne déménageâmes pas ensemble immédiatement. À notre âge, nous avions appris la valeur de notre propre espace, de notre propre routine. Jacques garda son appartement et je gardai le mien. Mais nous passions la plupart de nos nuits ensemble, alternant entre nos deux logements selon l'humeur du moment. C'était un arrangement non conventionnel qui faisait jaser certains des résidents plus traditionnels, mais nous nous en moquions.
Nous avions gagné le droit de vivre selon nos propres règles. Les mois passèrent, apportant leur cortège de petits moments et de grandes joies. La Fondation Famille Moreau célébra son 100e cas résolu. Une grande-mère de Bordeaux qui avait récupéré 200 000 € que son fils lui avait volés au fil des ans. Nous fûmes invités à parler au Parlement dans le cadre d'une commission sur la protection des aînés. Et le documentaire sur notre travail remporta un prix au Festival du film social de Nantes. Mais ce n'étaient pas ces accomplissements publics qui me rendèrent le plus heureuse. C'étaient les petites choses quotidiennes, le café du matin avec Jacques, les parties de cartes avec Marguerite, les visites de mes petits-enfants, les promenades au bord de la rivière au coucher du soleil. C'étaient ces moments ordinaires qui constituaient la vraie substance de ma nouvelle vie. Un jour d'été, 2 ans presque jour pour jour après ma victoire à la loterie, je reçus une lettre inattendue. Elle venait d'une productrice de télévision qui voulait adapter mon histoire en téléfilm. Ma première réaction fut de refuser. Je n'avais jamais cherché la célébrité, et l'idée de voir ma vie privée transformée en divertissement me mettait mal à l'aise. Mais Jacques m'encouragea à y réfléchir. « Pense à toutes les personnes qui pourraient être touchées par ton histoire, dit-il. Pense à toutes les Genevièves qui regarderont ce téléfilm et trouveront le courage de changer leur situation. » Il avait raison, bien sûr. Comme souvent, j'acceptais de rencontrer la productrice, une femme dynamique dans la cinquantaine qui avait elle-même vécu une situation similaire avec sa propre mère. Elle comprenait l'histoire de l'intérieur et son projet me parut respectueux et authentique. Le téléfilm fut diffusé l'automne suivant avec une actrice merveilleuse dans mon rôle, une femme élégante aux cheveux argentés qui capturait parfaitement le mélange de vulnérabilité et de force que j'avais ressenti pendant cette période. Je regardais la diffusion avec Jacques, Lucas et les enfants dans mon salon. C'était étrange de voir sa propre vie mise en scène, mais aussi étrangement cathartique. Lucas pleura pendant certaines scènes, en particulier celle montrant l'exploitation qu'il m'avait fait subir. Je lui pris la main, sans rien dire. Les mots n'étaient pas nécessaires. Le téléfilm fut un succès d'audience et généra une vague de dons pour la Fondation. Mais plus important encore, il déclencha une conversation nationale sur la façon dont nous traitons nos aînés, sur la frontière entre aide familiale et exploitation, sur le respect dû à ceux qui nous ont élevés. Des parlementaires citèrent le téléfilm dans leurs discours. Des associations nous contactèrent pour des partenariats. Et des centaines de personnes âgées trouvèrent le courage de sortir de situations d'abus qu'elles enduraient en silence depuis des années. « Tu as changé des vies, me dit Jacques ce soir-là, après que tout le monde soit parti. »« Pas moi, répondis-je. L'univers m'a donné les ressources pour faire une différence. Je n'ai fait que les utiliser du mieux que je pouvais. »« Ah, c'est exactement ce que Raymond aurait dit, sourit-il. Modeste jusqu'au bout. Je pensais à Raymond cette nuit-là, comme je le faisais souvent. Je me demandais ce qu'il penserait de tout ça, de la Fondation, du téléfilm, de Jacques. Je voulais croire qu'il serait fier, qu'il sourirait de ce sourire chaleureux qu'il avait toujours eu pour moi, et qu'il dirait quelque chose comme « Je savais que tu en étais capable, Simone. » Je l'ai toujours su. 3 ans après ma victoire à la loterie, je me tenais devant le miroir de ma salle de bain, me préparant pour une journée spéciale. Aujourd'hui, nous inaugurions officiellement la maison Raymond, le nom que j'avais donné à notre ancienne maison familiale transformée en refuge pour seniors victimes d'exploitation. C'était un hommage approprié, je pensais, à l'homme qui m'avait protégé même après sa mort. Jacques apparut derrière moi, impeccable dans son costume gris. « Tu es magnifique, dit-il en déposant un baiser sur ma joue. « Tu es partial, répondis-je en souriant. « Absolument, mais j'ai aussi raison. » Nous arrivâmes à la maison Raymond 1 heure avant la cérémonie. L'ancienne demeure avait été complètement rénovée, divisée en plusieurs petits appartements confortables, tout en conservant le charme de son architecture d'origine. Les volets bleus brillaient au soleil, fraîchement repeints. Le jardin que Raymond avait tant aimé avait été restauré, avec les mêmes rosiers qu'il avait plantés des décennies auparavant. Lucas était déjà là avec Emma et Jules, aidant à installer les chaises pour la cérémonie. Evelyne supervisait le buffet avec son efficacité habituelle, mais d'une manière qui semblait maintenant utile plutôt que contrôlante. Les 3 années écoulées avaient apporté des changements significatifs dans leur vie aussi. Lucas avait été promu au travail, Evelyne avait trouvé un équilibre entre carrière et famille, et leur mariage semblait plus solide qu'il ne l'avait jamais été. « Mamie !» Emma courut vers moi, maintenant grande pour ses 11 ans, ses longs cheveux bruns volant derrière elle. « Tu as vu les fleurs qu'on a plantées? Papy Jacques nous a appris? »« Elles sont magnifiques, ma chérie, dis-je en l'embrassant.
Raymond aurait adoré Yann. Jules, plus réservé à 13 ans mais toujours mon petit stratège, vint me serrer brièvement dans ses bras. « C'est une belle journée, mamie. Tu dois être fière. » « Je le suis, admis-je, mais je suis surtout heureuse. Il y a une différence. » La cérémonie fut simple mais émouvante. Le maire prononça quelques mots sur l'importance de protéger nos aînés. Un représentant de l'Association nationale des seniors me remit une médaille d'honneur, et je fis un court discours parlant de Raymond, de ce que cette maison avait signifié pour nous et de ce qu'elle signifierait maintenant pour d'autres. « Cette maison a été construite sur l'amour, » dis-je, ma voix tremblant légèrement. L'amour de deux personnes qui ont construit une vie ensemble pendant 45 ans. Elle a aussi été témoin de la douleur quand cet amour a été trahi. Mais aujourd'hui, elle renaît comme un symbole d'espoir, la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour guérir, pour trouver sa place dans le monde. Je regardais l'assemblée, les officiels, les journalistes, les membres de la fondation, ma famille, et au premier rang, Jacques qui me souriait avec cette fierté tranquille que j'avais appris à chérir. Raymond croyait aux secondes chances, continuai-je. Il croyait que les gens pouvaient changer, que les relations pouvaient guérir, que l'amour pouvait triompher même des plus grandes trahisons. Cette maison est dédiée à sa mémoire et à tous ceux qui, comme moi, ont dû apprendre que parfois les plus grandes victoires viennent après les plus grandes défaites. Après la cérémonie, alors que les invités se dispersaient et que le soleil commençait à descendre, je m'éloignai pour un moment de solitude dans le jardin. Je m'assis sur le banc que Raymond avait installé des années auparavant, celui d'où nous regardions les couchers de soleil ensemble. « Tu aurais aimé cette journée, » murmurai-je. « Tu aurais aimé voir ce que ta maison est devenue. » Tu aurais aimé Jacques, je pense. Il te ressemble par bien des aspects, gentil, sage, capable de voir le meilleur chez les gens tout en restant lucide sur leurs défauts. Une brise légère caressa mon visage, et j'aimais penser que c'était Raymond qui me répondait. « Je suis heureuse, continuai-je, vraiment heureuse. » Pas de la façon dont je l'étais avec toi. Ce bonheur-là était unique et irremplaçable, mais heureuse d'une nouvelle façon, une façon que je ne pensais pas possible il y a quelques années. Merci de m'avoir donné la permission de continuer à vivre. Merci de m'avoir protégé même après ton départ. Merci d'avoir été toi. Des pas approchèrent derrière moi. C'était Lucas, hésitant à interrompre. « Tu veux de la compagnie ou tu préfères être seul ?» Je tapotais le banc à côté de moi. « Assieds-toi. » Il s'assit, et nous restâmes silencieux un moment, regardant le jardin que son père avait tant aimé. « Je suis désolé, maman, » dit-il finalement. « Je sais que je te l'ai déjà dit 100 fois, mais je le suis vraiment. Pour tout. »« Je sais, » répondis-je. « Et je t'ai pardonné. Pas oublié, mais pardonné. Il y a une différence. Une différence importante, acquiesça-t-il. Papa aurait été déçu de moi. De ce que j'ai fait, de qui j'étais devenu. Il aurait aussi été fier de qui tu es devenu maintenant, dis-je. Raymond croyait au changement. Comme ça. Il croyait que les gens pouvaient apprendre de leurs erreurs et devenir meilleurs. C'est ce que tu as fait. Lucas hocha la tête, les yeux brillants. Je veux que tu saches que je travaille chaque jour pour être l'homme qu'il a essayé de m'élever à être. Le genre de fils qui prend soin de sa mère au lieu de profiter d'elle. Le genre de père qui enseigne le respect et l'intégrité à ses enfants. Le genre de mari qui traite sa femme comme une partenaire égale. C'est tout ce que je peux demander, dis-je en lui prenant la main. Le reste viendra avec le temps. Nous restâmes assis là jusqu'à ce que le soleil touche l'horizon. Mère et fils réconciliés. Le passé derrière nous et l'avenir plein de promesses. Ce n'était pas la fin parfaite d'un conte de fées. La vie était rarement aussi simple. Mais c'était quelque chose de mieux. Un nouveau commencement construit sur l'honnêteté, le pardon et l'espoir prudent. Jacques nous trouva là quand les dernières lueurs du jour s'éteignaient. « Le buffet va fermer, dit-il doucement. Et Emma veut absolument que tu goûtes le gâteau qu'elle a aidé à décorer. » Je me levai, prenant le bras de Jacques d'une main et serrant celle de Lucas de l'autre. Ensemble, nous marchâmes vers la maison illuminée, où mes petits-enfants nous attendaient, où mes amis célébraient, où une nouvelle famille, imparfaite mais vraie, s'était formée à partir des morceaux brisés de l'ancienne. Raymond avait toujours dit que la justice différée n'était pas la justice refusée. Il avait aussi dit que le vrai bonheur venait non pas de ce que la vie vous donnait, mais de ce que vous en faisiez. 3 ans plus tôt, l'univers m'avait donné 53 millions d'euros et la chance de recommencer. J'avais utilisé cet argent pour construire une fondation, restaurer une maison
aider des centaines de personnes. Mais les vraies richesses que j'avais trouvées n'avaient pas de prix. L'amitié, l'amour, la réconciliation, le but. La dignité de vieillir selon mes propres termes. La joie de voir mes petits-enfants grandir. Le réconfort d'un compagnon qui comprenait mon cœur. En entrant dans la maison Raymond cette nuit-là, entouré des gens que j'aimais, je sus avec une certitude absolue que j'étais exactement là où je devais être. Pas malgré tout ce qui s'était passé, mais grâce à tout ce qui s'était passé. Chaque douleur, chaque trahison, chaque larme m'avait mené ici, à ce moment de plénitude. Quelque part, je savais que Raymond souriait, et moi aussi.